Et coucou YouTube, on se retrouve donc pour la fameuse vidéo du dernier dimanche du mois. Il s'agit donc des sorties littéraires grand format, en l'occurrence celle de novembre, voilà. Comme d'habitude, je suis en live avec les copains et les copines, surtout les copines là, en l'occurrence, je crois que il y a pas de monsieur ce soir. Et donc, bah écoutez, on va attaquer rapidement. Petit disclaimer, comme d'habitude, hein, comme toujours, ce sont des sorties qui, moi, m'intéressent, voilà, que j'ai envie de lire, etc. C'est évidemment pas exhaustif, j'essaye de prendre un peu tous les genres, mais évidemment, ça sera surtout mes genres de prédilection. Je ne mets pas de tome 2, tome 3, tout ça, je ne mets pas. Je ne mets pas non plus les rééditions, sauf s'il y a une nouvelle traduction ou une plus-value autre qu'esthétique. Voilà, parce que sinon j'aurais pas fini, surtout que là c'est Noël bientôt, et autant vous dire qu'en novembre, ils en ont sorti des collectors, mais je les ai pas mis. Voilà, j'en ai, sauf, voilà, encore une fois, sauf quand il y a une plus-value. Sinon, non, parce que on n'en s'en sort pas. Donc, vous verrez pas Nevernight, tout ça. Désolé, c'est pas grave, vous les avez suffisamment vus ailleurs, je pense. Allez, du coup, j'attaque. Non, c'est pas ici, c'est là. Hop. Avec les petites statistiques assez plutôt éclectiques. Voilà, plutôt bien réparties. Il y a même pas mal de non-romans, on va dire. D'habitude, il y a une grosse majorité de romans. Là, j'ai mis pas mal de graphiques. Il y a des recueils de nouvelles. Les Porello, vous verrez plus tard ce que c'est si vous ne savez pas. Je crois que c'est le tout dernier livre d'ailleurs. Et un petit essai. Allez, donc c'est parti. Coucou Jeanne. Coucou Elsa. Qui j'ai loupé? J'ai loupé des gens. Donc, coucou les gens qui arrivent en tout cas. Et donc j'attaque avec la première sortie. Alors là, autant vous dire que j'étais pumped up de ouf quand j'ai vu ça, puisque nouveau Hiro Arikawa, au revoir les chats. Donc vous le savez, moi Hiro Arikawa, j'ai donc un de ses livres, et dans mes 3 livres préférés de tous les temps, il s'agit des Mémoires d'un chat. Ouais, c'est clair, un livre spécial moi. Et donc, autant vous dire que quand j'ai vu qu'elle sortait un autre livre sur les chats, je là, ouh, pump it up, pump it up, pump it up. J'étais à fond, j'étais à fond. Alors, oui, j'ai dit que je mettais pas les suites, et oui, c'est en partie une suite, mais en partie seulement, donc je peux me permettre de le mettre quand même, puisqu'en fait, c'est un recueil de nouvelles, et la première nouvelle est une suite des Mémoires d'un chat. Oui, voilà, donc peut-être, je sais pas, c'est pas marqué, mais peut-être qu'on va retrouver. euh, Pourquoi ils mettent Hachi, c'est Nana? C'est marrant d'ailleurs parce que Nana, Hachi, c'est les personnages du manga Nana. Je sais pas si c'est s'il y a un rapport quoi, mais c'était Nana, hein, le héros de l'héroïne d'ailleurs. C'était une femelle. C'était une femelle Nana. Non, c'était un mâle. C'était un mâle. Je sais plus. Merde. C'était pas le plus important dans le livre, hein. Oui, d'ailleurs, faudrait que je le relise. Faudrait que je relise les mémoires d'un chat. Non, c'était un mâle, hein, Nana. Je sais plus. J'arrive pas à me rappeler. En tout cas, c'était Nana, son nom, et je sais pas pourquoi ils mettent Hachi. Vous avez trop regardé le manga Nana, hein. Ah, ou alors, attends. Bah si, c'est ça, le premier chat de Satoru. Bon, bref, peu importe. En tout cas, la première nouvelle, voilà, on va retrouver le chat, donc héros des mémoires d'un chat. Et ça, c'est trop cool. Voilà, ça, c'est trop bien. Ensuite, alors par contre, ah non, c'est bon, il spoil pas. J'ai cru qu'il spoilait. Non, ça va, il spoil pas. Vous imaginez la quatrième de couve du truc, ça spoil le premier tome, c'est un peu con quand même. Non, ça va. Et donc, première nouvelle, et les autres nouvelles, en fait, ça va être plutôt des contes d'ailleurs, avec d'autres chats en héros, avec pareil, voilà, un peu comme dans les mémoires d'un chat, on va suivre un peu les récits narrés
par des chats, 7 nouveaux chats, ça va être trop bien, et donc avec toujours, hein, puisque c'est un peu la patte de Hiro Arikawa, même quand ça parle pas de chat, le voyage, la thématique du voyage à travers le Japon. Voilà, moi j'adore ça. Donc ça va être trop trop bien. Trop trop bien. Voilà. Ouais, franchement, je crois que je vais... Enfin, je crois pas, je suis sûre que je vais l'acheter aussi, hein, mais bon. Coucou Aurore. Donc voilà, et donc il sortira le 1er novembre. Voilà, il y a quelques petites sorties le 1er novembre. Après la grosse vague, c'est le 2. Chez donc Actes Sud, évidemment. J'ai très très hâte. J'avoue, j'ai très très hâte. Coucou Al. Allez, on passe à la suite. Donc, on reste le 1er novembre. Et donc, je vous avais dit la dernière fois, quand je faisais les sorties poche, que dans les sorties grand format, il y allait y avoir du Poe, du Edgar Allan Poe. Hein, je vous l'avais dit. Voilà, c'était sûr. Et donc, la chute de la maison Usher et autres histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, illustrée donc en bande dessinée. C'est une bande dessinée qui sortira donc chez Futuropolis. Alors par contre le prix, ça pique. Bon après ça fait 256 pages, donc ce qui est quand même plutôt épais pour une bande dessinée, mais quand même ça pique. Ah oui c'est vrai, la série est trop bien. Moi j'ai adoré cette série, pour le coup. Donc, dans cette BD, donc on va avoir évidemment la nouvelle La chute de la maison Usher, où on suit Roderick et sa sœur jumelle Madeline, qui sont les derniers... Ouais, est-ce qu'on peut dire, oui, c'est au tout début, hein, les derniers survivants de la famille, qui sont assez âgés. Roderick, on sait, de toute façon ils le disent, hein, Roderick dit souffrir d'un mal inconnu, donc a priori de l'hypocondrie. C'est pas tout à fait pareil dans la série, quoique. Et donc on va suivre un narrateur qui va comme ça échanger avec Roderick. Voilà, sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille plutôt maudite. Voilà. Et puis après, les autres... alors, est-ce qu'ils nous disent... Oui. Donc, il y a Le Chat Noir. Donc, 11 des plus grandes nouvelles d'Edgar Allan Poe illustrées par les frères Brizzi. Donc, qui sont français. Hein. Ils sont pas italiens, ils sont français. Les frères Brizzi, c'est pour ça que j'ai mis franco-américain. Donc, Le Chat Noir, Le Masque de la Mort Rouge ou Le Scarabée d'Or, ils n'ont pas mis les 11. Hein. Voilà, rassemblés dans une édition richement illustrée en grand format. Ah, et c'est eux qui avaient aussi adapté en BD L'écume des jours de Boris Vian. Voilà, pour information. Voilà pour celui-ci. Ouais, c'est sur Netflix, La chute de la maison Usher. C'est trop bien. Trop bien. C'est bien parce que c'est pas seulement... Alors, je précise, hein, pour les personnes qui ont envie de voir la série là, de Mike Flanagan, qui est le même réalisateur que The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, tout ça. Je précise qu'il n'a pas fait qu'adapter La chute de la maison Usher, la nouvelle La chute de la maison Usher. Il a adapté également d'autres nouvelles dans la série. En fait, donc la maison Usher, la famille, c'est une trame de fond sur toute la série. Mais à chaque épisode, en fait, il a adapté une nouvelle, en fait. Je trouve ça génial. Je trouve ça absolument génial. Voilà, c'est vachement bien fait. Ouais, c'est clair, c'est un maître en la matière, hein, Flanagan, complètement. Complètement, il est très très fort. Voilà. Ensuite, ouais, il y a une série, ouais. Excellente série. Ensuite, toujours le 1er novembre, sortira Organes Invisibles de Zaki Beydoun. Alors, moi, avec une couverture comme ça, j'étais persuadée que c'était de la SF, mais pas du tout. C'est du contemporain, mais c'est un recueil de nouvelles. Alors, ouais, contemporain, avec visiblement une touche de fantastique aussi. Voilà, de ce que je comprends. Pas très clair, mais... Voilà, alors on nous dit pas trop de quoi ça parle. On nous dit juste une succession de textes déroutants à lire comme des poèmes en prose. L'auteur nous convie à une vertigineuse exploration du monde des rêves sans égal dans la littérature arabe contemporaine. Voilà.
Donc je pense que c'est, ouais, voilà, contemporain fantastique, un peu onirique, visiblement. On nous dit que ça rappelle un peu les œuvres de Kafka. Donc bon, bah écoutez, voilà, ça, je pense pas que je l'achèterai, mais ça a l'air intéressant, donc je l'ai mis. Et puis bon, ça fait un peu de représentativité aussi, donc j'aime bien. Par contre, j'ai pas réussi à trouver la nationalité de cet auteur. On nous dit que c'est voilà la littérature arabe, mais c'est vaste la littérature arabe. Hein. Ça peut être Moyen-Orient, comme ça peut être Afrique du Nord. Je ne sais pas du tout. Donc si quelqu'un sait, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai rien trouvé sur cet auteur en fait. C'est un truc de fou. Voilà, ça a l'air intéressant. Je suis assez curieuse. Honnêtement, je suis assez curieuse. J'attendrai de voir s'il y a des retours. Salut Margot. Voilà pour celui-ci qui sortira également chez Actes Sud. Toujours le 1er novembre, celui-là j'étais obligée de le mettre, même si honnêtement je suis pas très hypée par l'histoire, mais il fallait que je le mette parce que c'est Miyazaki, donc sortira Le Voyage de Shuna de Hayao Miyazaki, vous le connaissez certainement pour ses films, hein, Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, j'en passe, et des meilleurs. Il y en a énormément. Mais Miyazaki, il écrit aussi des livres. Et oui. Et en l'occurrence, donc, voilà, en voilà un qui va sortir aux éditions Sarbacane. Il est assez court, hein, 160 pages. Après, bon, c'est souvent comme ça, enfin malheureusement, non, ou pas d'ailleurs. Hein, c'est très bien parce que c'est leur façon d'écrire souvent au japonais. C'est le côté haïku. Ils aiment faire assez court et concis. Donc c'est souvent, voilà, souvent le cas des romans contemporains japonais. Et c'est souvent très court. Là, on est plutôt dans du fantastique historique, on va dire. Il est du Liban, merci Céline, Zaki Beydoun. Ok, ah c'est intéressant. Ah oui, merci Karine, j'avais pas vu. Sur Babel, putain, pourtant j'ai regardé sur Babelio. Ou alors ils ont. Mais attends, parce qu'il y avait que dalle hein, sur Babelio quand j'ai regardé, mais peut-être qu'ils ont édité depuis, parce que comme il va sortir bientôt, je pense qu'à mon avis, ils viennent de mettre sa biographie. Parce que honnêtement, quand j'ai regardé il y a quelques jours, quand j'ai préparé le truc, il y avait que dalle. Parce que c'est le premier truc que je regarde sur Babelio, parce que souvent ils mettent la nationalité de l'auteur, et là il n'y avait rien, c'était pas rempli du tout en fait. Donc je pense qu'ils viennent d'éditer. Comme ça va sortir. Alors, merci beaucoup, merci Fabienne pour ton abonnement. Waouh, 3 mois d'avance en plus, merci. C'est cool. Merci beaucoup. Libanais vivant en Chine. Ah, intéressant. D'autant plus intéressant. Enseignant de philosophie. Eh ben écoute, ouais, je serais curieuse de découvrir cet auteur. Donc on revient sur Miyazaki. Hein, on retourne au... Enfin, on retourne... Oui, on retourne au Japon, puisqu'on était au Japon avec Hiro Arikawa. Donc on va suivre Shuna, comme le titre l'indique, qui est le prince d'une contrée pauvre et dont les sujets souffrent en permanence de la faim et doivent se tuer à la tâche pour tenter de faire pousser des céréales parce que la terre est plutôt stérile. Shuna, c'est pas un mauvais dirigeant en fait, c'est juste qu'il est complètement impuissant, donc il n'en peut plus hein, de voir son peuple crever. Hein, et un jour, merci beaucoup Béatrice pour ton abonnement, merci les filles. Pitié, est-ce qu'on va lancer le train de la hype? Donc oui, un beau jour, il se trouve qu'un voyageur qui passait par là, donc le train de la hype est lancé visiblement, ok. Il se trouve qu'un voyageur qui passait par là lui parle d'une graine dorée miraculeuse qui ferait onduler les plaines en vagues fertiles. Voilà, donc ça provient d'un pays plutôt à l'ouest. Mais c'est un pays qui est peuplé d'esprits hostiles à l'homme, dont nul n'est jamais revenu. Malgré le fait que tout le monde, tous ses proches lui interdisent évidemment de partir, parce que c'est trop dangereux, Shuna décide quand même d'aller à la recherche de cette graine miraculeuse. Et donc il va se lancer sur son animal que je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un yakuru. Ça s'appelle un yakuru.
c'est le nom de l'animal en japonais. Mais peut-être que c'est un... Je sais pas si c'est un animal fantastique ou si c'est un animal qui existe vraiment, j'en sais rien. Bref, il va partir vers ce pays mystérieux, voilà, dans l'espoir donc de sauver son peuple. Et sur le chemin, il va lui arriver évidemment pas mal de choses. On est dans un genre de road trip, hein, donc il va notamment libérer une jeune esclave, donc qui s'appelle Théa, et sa petite sœur. Et donc il va les emmener avec lui. Et voilà, bon, on va suivre un petit peu l'épopée de Shuna et des deux jeunes filles pour réussir à trouver cette fameuse graine. Ça a l'air quand même intéressant. C'est clair que je verrais bien ça en film, honnêtement. On va pas se mentir, hein. Voilà, ça fait très Princesse Mononoke, tout ça. Bisous Laurence. Bisous, merci d'être venue. Merci Malolo. Bonne nuit. Courage. Et courage à toi, ouais, si t'as mal à la tête. Repose-toi bien surtout. Donc voilà pour celui-ci. Écoutez, bon, je sais pas. 25 € quand même, hein. Je sais pas si j'achèterai. Peut-être Kim il achètera pour la collection. Il y a des chances, parce que c'est Miyazaki. Mais on verra. Merci pour les cheers, Sandrine. Merci beaucoup. Va-t-il arriver au niveau 2, le train de la hype? Allez, je passe à la suite. On passe au 2 novembre, qui est la grosse vague de sortie, on va pas se mentir. Et le 2 novembre sortira chez Albin Michel l'adaptation en BD de Barbe Bleue, le roman de Amélie Nothomb. Dessiné donc, illustré par Camille Benyamina, qui est une dessinatrice française. Donc, dans cette histoire, en fait, c'est un peu une réécriture du conte, hein, de Barbe Bleue. Donc, on va suivre... Alors, on est dans le 7e arrondissement de Paris, dans un immense appartement. Et on suit Don Elemirio, qui est un homme important en Espagne, visiblement, mais qui vit dans ce grand appartement à Paris. Il veut absolument trouver une colocataire féminine, voilà, parce que pour lui, c'est la colocataire est la femme idéale, c'est sa phrase. Et le truc, c'est que donc voilà, il va effectivement trouver une colocataire en la personne de Saturnine Puissant. C'est tellement un nom de Nothomb. Je l'ai pas lu celui-ci de Amélie Nothomb, hein, j'en ai lu beaucoup, mais pas celui-là. C'est un de mes futurs voilà, de ceux que je veux lire en priorité. Donc Saturnine Puissant, j'adore. Va accepter l'offre de colocation, mais voilà, il lui dit, donc Don Elemirio lui dit que les règles sont simples, il n'y a qu'une pièce qui est interdite dans l'appartement, c'est la chambre noire. Et voilà, et surtout, avant elle, Don Elemirio a eu 8 colocataires, mais on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Est-ce qu'elles ont été voir la chambre noire? Mystère. Voilà, petite réécriture de Barbe Bleue. T'avais bien aimé? Ah oui, j'adore. Non, mais ce qui est bien, en fait, moi, ce que j'aime bien, justement, avec Nothomb, c'est qu'elle fait exprès de prendre des prénoms qui sont pas communs, parce que comme ça, on les retient. On est obligé de les retenir, voilà. C'est clair que moi, j'ai retenu Panonique dans Acide sulfurique, Prétexta dans Hygiène de l'assassin, enfin, voilà, c'est des... tu peux pas... tu peux pas ne pas les retenir. Après, ouais, par contre, ouais, c'est pas donné. C'est pas donné, 120 pages, 22 balles. Oui, ça pique. C'est le prix des BD, hein, c'est... Voilà. Mais bon, moi, de toute façon, je vais d'abord lire le roman. On verra plus tard pour la BD. Allez, je passe à la suite. Donc, le 2 novembre sortira Les derniers jours de Cléopâtre de Terence Moix, qui est un auteur espagnol, hein. Un auteur ou une autrice? Non, je crois que c'est un homme. Il me semble que c'est un homme. Donc, aux éditions Hervé Chopin. Donc, c'est un roman historique, vous l'aurez compris. Hein, je crois que tout est dans le titre. Et donc, voilà, on nous dit le grand roman sur Cléopâtre, enfin traduit en France. Plus d'1 million d'exemplaires vendus en Espagne. Ça envoie pas du rêve, déjà. Hein. Bon, ça veut rien dire en vrai, hein, mais...
Mais bon, quand on est influençable comme moi, ce sont des trucs qui peuvent marcher. Donc je pense pas que je l'achèterai parce que je suis pas spécialement une grande fan de l'Égypte antique. Mais bon, c'est intéressant, donc je l'ai mis. Bon, voilà, hein, on nous fait. Donc l'auteur nous fait revivre cette période historique qui est donc l'agonie de l'Égypte face à l'impérialisme de Rome, évidemment, mais aussi une histoire d'amour, hein, vous le savez, entre Cléopâtre. Alors attendez, parce que j'ai dit Cléopâtre et César, mais je pense que l'histoire d'amour, c'est plutôt avec Marc Aurèle, si je me trompe pas. Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas d'histoire d'amour entre Cléopâtre et César, c'était un mariage arrangé. C'est pas précisé là, hein, donc je devine, mais il me semble que c'était avec Marc Aurèle qu'elle avait une histoire, je sais plus. Je ne me souviens plus. Voilà, je suis pas très douée en Égypte antique. Toutes mes excuses. Marc-Antoine. Merci, c'est ça. Non? Ah, toi tu dis Marc Aurèle. Marc-Antoine ou Marc Aurèle? C'est un Marc. Marc. S'il y en a qui ont vu la série La Flamme. Marc. Ou c'est Antoine tout court? D'accord, ok. Merci. Tony en anglais. Ah, mais c'est marqué. Je suis con, j'avais même pas vu. C'était au tout début en fait. Oui, c'est avec Marc-Antoine. Voilà, merci bien. C'était marqué en fait. La meuf suit. Bref. Mais Marc Aurèle, il existe aussi. Hein. C'est un autre empereur, Marc Aurèle. Il y a beaucoup de Marc, ils aimaient bien. C'est Marcus en fait, hein. C'est Marcus. Voilà. Allez. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, toujours le 2, bon, je vais dire souvent toujours le 2, sortira un petit essai dans cette belle collection de J.C. Lattès, Formé à la haine des femmes de Pauline Ferrari, donc essai féministe bien évidemment, c'était pour moi. Ou comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux. Donc pour rappel, les masculinistes, hein, c'est pas l'inverse du féminisme. Hein, les masculinistes, pardon, ce sont des hommes qui détestent les femmes. Et qui donc voilà, ont un espèce de mouvement dédié à la haine des femmes et qui passe d'ailleurs souvent à l'acte. Hein. D'ailleurs, ben, le fameux livre que je vais lire là de Élise Fontenaille, c'est ça son, ouais, je crois que c'est ça son nom, Élise Fontenaille, voilà. Les hommes qui haïssaient les femmes. Non, l'homme qui haïssait les femmes, pardon. C'est sur la fameuse tuerie de Toronto, vous savez, l'école polytechnique. L'homme qui était rentré dans l'école polytechnique et qui avait tué plusieurs femmes. Voilà, ben c'est ça, hein, les masculinistes, c'est ça. D'ailleurs, ils vouent un immense culte à cet homme-là. Hein. Bref, et donc voilà, on va nous parler un peu de cette présence des masculinistes sur les réseaux sociaux. Ça a l'air extrêmement intéressant. Voilà, donc on nous parle évidemment du mouvement incel, hein, les incels, donc les fameux éternels célibataires qui rejettent la faute de leur célibat sur les femmes, parce que c'est bien connu que c'est parce que on est trop difficile et qu'on n'aime pas les mecs gentils, on n'aime que les méchants garçons, bien évidemment. C'est vrai que eux, ils sont très très gentils. C'est toujours pareil. Voilà, le concept du mal alpha aussi, évidemment. Voilà, plein de choses comme ça qu'elle va évoquer, va parler voilà, de TikTok, YouTube, Instagram, etc. pour toucher un public plus ou moins jeune. Très intéressant, très très intéressant. Elle parle même aussi, donc elle va parler des coachs en séduction, des stages survivalistes, oui putain ça aussi, des théories du complot, évidemment des milieux d'extrême droite, hein. Voilà. Une plongée vertigineuse au cœur de la spirale idéologique masculiniste qui n'est pas l'apanage de groupuscules minoritaires malheureusement, mais un mouvement politique organisé et puissant. Voilà, ça fait flipper un peu, hein. Ça risque de faire un peu flipper ce livre je pense. Ah, c'est pourquoi je dis... Merci Karine, je sais pas pourquoi je veux que ce soit à Toronto, mais je sais qu'il y a une autre tuerie à Toronto. Pourquoi je dis toujours Toronto? Je ne sais pas. Si, je sais, c'est parce qu'il y a une autre tuerie à Toronto, mais j'ai envie que ce soit à Toronto. Mais c'est à Montréal, pardon. Et à chaque fois, je me gourre, hein. C'est pas la première fois hein, que je fais cette erreur. Mais je sais qu'il y a eu une autre tuerie, si vous tapez aussi tuerie de masse à Toronto, il y en a eu une autre un peu du même acabit, mais plus récente.
Assez récente celle-là. Coucou Orochiwa. Oui, alors ouais, merci pour ton suivi. Oui, moi je dis Orochiwa, je suis persuadée, tu me confirmes. Je suis persuadée que ton pseudo, parce qu'en japonais ça se prononce forcément Orochiwa, mais que c'est Séverine qui prononce mal et que t'en as eu marre de la reprendre. Mais peut-être je suis mauvaise langue en vrai, que c'est bien Orochiwa, hein, pardon. Mais moi j'ai toujours dit Orochiwa. Bienvenue ici en tout cas, c'est cool de te voir ici. Bref, voilà pour celui-ci. Non, parce qu'on la connaît la sève. On la connaît. En tout cas, voilà, en japonais c'est Orochiwa, c'est pas Orochiwa. On n'est pas en italien là. Ah merci. Ah merci putain. Je le savais. J'étais sûre. J'étais sûre. Je la connais. Je la connais. J'adore comment ça Séverine prononce mal le nom. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Elle doit avoir les oreilles qui sifflent là. C'est pas grave, elle a qu'à être là, elle a qu'à regarder mes lives un peu, la vilaine là. Ah oui, c'est vrai, t'as raison Céline, pendant un moment c'était même Orikowa. Orikowa, c'était mignon. Comment bien massacrer les pseudos. Du coup, c'est pour ça que tu dis pas trop ton prénom. Tu te dis, bon, quitte à ce qu'elle massacre quelque chose, autant que ce soit le pseudo. Ça... Parce que ton prénom, il est pas très commun non plus. On sait jamais, non mais... Bref, mais on l'aime Séverine, c'est clair. Justement, ça fait partie de la beauté du personnage. Pas de souci, Sandrine. Après, je sais que moi aussi, hein, je dis pas mal de conneries et tout, donc bon, je jette pas la pierre là-dessus. T'inquiète, Sandrine, ouais. Je sais qu'il y en a qui font des captures d'écran quand il y a des livres qui leur plaisent pour pas avoir à les chercher pendant ce temps et tout ça. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je note sur Booknode. Bref, c'est ça, Orochiwa. Allez, sur ce, je passe à la suite. On a rigolé. Donc, alors celui-là, je suis très étonnée que Séverine n'en ait pas parlé dans ses sorties. Le nouveau Colson Whitehead, l'intuitionniste, qui sortira chez Albin Michel, donc toujours le 2 novembre. Parce que c'est un roman noir qui a l'air absolument excellent. Alors Colson Whitehead, c'est l'auteur de Underground Railroad, que j'avais beaucoup aimé. Et alors, juste bémol, Underground Railroad, j'avais trouvé que la plume était un peu froide, ça manquait un peu d'émotion. Après, j'avais préféré un autre de lui, c'était Nickel Boys. J'avais beaucoup aimé, j'avais même adoré Nickel Boys de cet auteur. Voilà, j'en ai lu 2 de lui. Et là, voilà, alors Colson Whitehead, il aime bien les romans historiques sur la condition afro-américaine, hein, puisque lui-même est afro-américain. Il faut le préciser. Et donc là, alors là par contre, on est quand ? Je crois que c'est de nos jours. Hein. Il me semble que c'est de nos jours pour changer un petit peu, mais c'est pas plus mal finalement. On va suivre Lila. Lila qui est une, entre guillemets, intuitionniste. En fait, elle travaille au sein d'un département d'inspection des ascenseurs. Oui. Et en fait, elle est capable, c'est pour ça d'où le terme intuitionniste, elle est capable de deviner le moindre défaut d'un ascenseur, rien qu'en mettant le pied dedans. Voilà, elle est trop forte, elle se trompe jamais. C'est la première femme à exercer ce métier et en plus, elle est noire, donc voilà, ce qui n'est pas rien. Et le problème, c'est que en tant que femme noire, eh ben, elle va avoir beaucoup d'ennemis, notamment les empiristes. Alors empiristes, c'est-à-dire les gens qui se fondent plutôt sur l'expérience en la matière, hein, pour qui seul compte la technique et la mécanique, voilà. Et donc pour eux, évidemment, une femme qui a des intuitions, excusez-moi, mais
Bon, en temps normal, en vrai, je serais plutôt d'accord avec eux parce que je suis pas très fan de ce genre de délire. Mais bon, là, je me dis que, voilà, justement, ça va être intéressant de voir en quoi ça consiste précisément. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, moi, je suis très, très ouverte d'esprit. Et il se trouve que un jour, il y a un ascenseur d'un gratte-ciel qui va s'écraser alors qu'il était sous la surveillance de Lila. Et en plus, il va s'écraser en pleine campagne électorale. Lila, elle est persuadée que ce n'est ni une erreur humaine, ni un accident, que c'est donc volontaire. Et du coup, elle va commencer à mener sa petite enquête. Alors même si elle n'a pas le droit, hein, évidemment, mais voilà, et elle va se rendre compte que voilà, elle va pénétrer un peu comme ça dans un monde de complot, de rivalité, etc. Pour percer un secret, jusqu'à percer un secret d'un inventeur dont le projet pourrait révolutionner la société tout entière. C'est que ça a l'air quand même vachement bien, je veux pas dire. Ah, c'est son premier roman. Putain, Céline, elle est allée se renseigner encore plus que moi. Bravo, bravo Céline, merci, heureusement que tu es là pour apporter des précisions. C'est son premier roman, bah putain. Eh ben écoute, ça a l'air vachement. C'est pas précisé hein, que c'est son premier roman. C'est moche. Ah si, c'est précis. Putain. Allez, rhabille-toi Eva, c'est bon, je rentre chez moi. Écoute Céline, je te laisse la place. Non, c'est que je ne sais pas, je ne lis pas tout. En fait, je lis jamais les premières phrases des synopsis. Voilà, parce que tout à l'heure c'était pareil, c'était la première phrase, là c'est la première phrase, je ne lis pas les premières phrases. Voilà. Donc oui, le premier roman de l'auteur de Nickel Boys et Underground Railroad, qui sont justement les livres que j'ai lus de lui. Bien joué. Ah oui, si tu suis, ouais, moi je suis pas les sorties en VO, donc forcément ça aide pas. Je sens que je vais me moucher par contre parce que j'ai la goutte au nez, alors excusez-moi 2 secondes. Voilà, pardon. Toi, t'avais bien aimé Nickel Boys, mais il est très court. Ouais, c'est vrai que c'était très très court, Nickel Boys, on est d'accord, ça se lisait très vite. Donc voilà, on nous dit sinon que c'est un... Voilà, ce livre, je vous lis texto, ce livre aux allures de thriller philosophique annonce déjà le talent de l'auteur Colson Whitehead. Son humour grinçant, sa puissance visionnaire et la façon magistrale dont il aborde les questions cruciales de race, de politique et de société. Bon, voilà, voilà, autant vous dire. Alors en plus, les trucs du New York Times, tout ça, tout ça. Moi, je suis très très hypée par celui-ci. Très très hypée. Ah ouais, c'est vrai, t'es flippée des ascenseurs. Moi, justement, c'est marrant, mais en fait mes phobies, c'est vraiment mes phobies et puis tous les trucs qui peuvent me trigger, c'est d'une extrême à l'autre. C'est soit je veux pas retrouver ça dans mes romans, soit j'adore retrouver ça dans mes romans, surtout quand c'est des romans noirs, des thrillers et tout ça, parce que justement, ça me fait encore plus peur. C'est vraiment ça dépend. Ça dépend vraiment des trucs, en fait. Là, pour le coup, ouais, ça me donne grave envie. Mm, mm. Voilà. Donc, ça a l'air très très bien. Qu'est-ce qui est flippant? Qu'est-ce qu'a dit Sanoli? Ah, l'ascenseur, c'est pas trop mon délire. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette idée. Allez, ensuite. Donc, le 2 novembre toujours, sortira Prisonnière de B.A. Paris chez Hugo Thriller, dans leur collection Hugo Thriller, je veux dire. Alors, bon, évidemment, moi, je suis très très hypée par cette nouvelle sortie. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il n'y a pas très longtemps, je me disais, tiens, B.A. Paris, ça fait quand même longtemps qu'il n'y a plus de bouquins, elle écrit plus, voilà. Et puis là, bim, parce que ça, ouais, ça fait quelques années hein, qu'elle n'en a pas sorti. Bon, attendez, déjà on va dire de quoi ça parle et puis je parlerai après de mon ressenti avec l'autrice. Donc on suit dans cette histoire, on suit Amélie qui a vécu et qui n'a pas vécu une vie facile en fait. Elle a survécu à la disparition de ses parents alors qu'elle était encore une enfant.
Elle a survécu, donc ça c'était à Paris, elle a survécu à la vie toute seule à Londres, voilà, sans aucun moyen. Elle a réussi à se faire des amis, elle s'est trouvé un job dans les médias, etc. Et surtout, elle a accepté la demande en mariage d'un homme qui est milliardaire. Rien que ça. Pourquoi, et j'ai remarqué un truc, pourquoi dans les livres, tous les milliards, à chaque fois qu'il y a un milliardaire, il s'appelle Hawthorne? Je sais pas, mais c'est vraiment un nom qu'on retrouve toujours chez les mecs riches, c'est Hawthorne. Bref, il s'appelle Ned Hawthorne. Mais le problème, c'est que Amélie va se faire kidnapper et elle va se retrouver seule dans la chambre d'une maison inconnue, donc une chambre fermée évidemment, hein. Et donc voilà, elle va essayer de comprendre ce qui lui arrive et de trouver une façon de se sortir de là. Et surtout, voilà ce qu'on nous dit, ce qui est un peu étonnant, c'est que au final, voilà, elle va visiblement s'habituer un peu à sa présence dans cette chambre close. Et elle va finalement se sentir plus en sécurité emprisonnée ici que dans son mariage avec Ned Hawthorne. Voilà, donc visiblement un homme toxique, j'imagine. Merci Soussouboukine pour le suivi. Oui, c'est ça. Oui, Yamina, c'est certainement un nom commun, mais visiblement un nom commun chez la bourgeoisie, hein, dans la bourgeoisie, parce que vraiment, à chaque fois, c'est des mecs riches, quoi. Coucou Soussouboukine, bienvenue ici. Je suis en train de montrer un peu les sorties de novembre qui m'intéressent. Voilà. Et donc, du coup, ouais, bon, moi, de toute façon, je vais y aller. Je sais que je vais y aller. Parce que BA Paris, bon, alors, c'est en dents de scie, hein. Honnêtement, c'est en dents de scie, BA Paris. J'avais adoré, vraiment adoré Derrière les portes. Vraiment, je m'en souviens encore, il m'avait beaucoup marqué. J'avais beaucoup aimé Défaillance, mais quand j'y repense à Défaillance, je me dis, ouais, bon, depuis, j'en ai lu des tas, des comme ça. Il n'était pas très original, Défaillance. Par contre, j'avais détesté 10 petites poupées. Je l'avais trouvé nul. My God, putain, un des plus nuls, un des plus nuls thrillers domestiques que j'ai pu lire. Donc au final, voilà, je sais pas. Après, j'ai plus lu. Je sais que le dilemme, il avait des plutôt bons retours. Mais je sais pas, j'ai plus osé tenter. Et du coup, ouais, je pense que je vais tenter celui-ci. J'aime bien voilà, les relations toxiques et tout ça. Moi, j'aime bien cette thématique. Donc, ouais, celui-là, je pense que je vais le tenter. Alors, peut-être pas tout de suite, hein, mais ça se tente. Voilà pour celui-ci. Je l'avais rencontré même, BA Paris, un quai du polar. C'était marrant parce que c'était au tout début, elle avait sorti que ses 2 premiers, donc en France, hein. Donc Derrière les portes et Défaillance. Et il n'y avait personne à son stand. Il n'y avait personne. Moi, comme il y avait une hype autour d'elle, hein, avec la sortie des romans, je pensais qu'il y aurait plein de monde. Il n'y avait absolument personne. Et d'ailleurs, j'ai fait la remarque. Je dis quand même, c'est étonnant et tout. Et voilà, elle était très, très, très gentille. Extrêmement gentille, BA Paris. Donc voilà. Voilà. Ah, d'accord. Finalement, bof. Ouais, t'as vu la fin. Enfin, voilà. Moi, je sais que j'ai détesté la fin de 1991. Ah ouais, non, mais les 10 petites poupées, c'était mais n'importe... Il y avait rien qu'à aller. Rien qu'à aller dans ce roman. C'est un truc de fou. Une catastrophe. Ah oui, vraiment, c'était foutage de gueule. J'ai pas compris. Je me dis, mais comment elle a pu pondre Derrière les portes, qui était génial, et pondre ensuite 10 petites poupées, qui étaient, mais pourrax, mais vraiment, mais personne n'a aimé, hein. J'ai pas vu quelqu'un qui avait aimé 10 petites poupées, hein. C'est un truc de fou. Ouais, la pauvre, c'était... Oui, en plus, à l'époque, elle avait pas encore sorti 10 petites poupées. Il y avait même pas cette excuse. Ces 2 premiers, ils étaient bien, quand même. Elle était toute seule. J'arrête. Ah ouais, c'est vrai, ça donne. Mais comme quoi, hein, quand on parle d'un livre en mal, ça rend curieux, hein. Moi, ça me rend curieuse, hein, souvent, hein. J'ai envie de lire pour voir qu'est-ce que les gens ont tant détesté quand même. C'est marrant. Allez, je passe à la suite. Donc, le 2 novembre, Again sortira. Alors, j'ai cherché, hein, a priori, c'est pas une réédition ou quoi, mais un nouveau Margaret Atwood. Mais c'est un recueil de nouvelles. Promenons-nous dans les bois. Donc, ce sont des nouvelles, mais voilà, c'est Margaret Atwood, quoi. Il fallait que je les mette.
Donc on nous dit que c'est un recueil de nouvelles qui explore des sujets comme la famille, le couple, le deuil et la mémoire. Voilà, comme c'est si bien le faire Margaret Atwood. Et aussi, visiblement, il y a un petit peu de SF parce qu'on nous dit... Alors voilà, je vous dis un petit peu les thématiques. Donc, on a 2 sœurs évoquant le passé, un couple à l'épreuve du temps, mais aussi des chats, c'est pour moi, un escargot perdu, pourquoi pas, Martha Gellhorn, je sais pas qui c'est, George Orwell, je sais qui c'est, le philosophe et astronome Hypatie d'Alexandrie, une cabale de vieilles universitaires, un extraterrestre, ou encore une fille cherchant à comprendre si sa mère est véritablement une sorcière. Voilà, je sais pas s'il y aura du fantastique ou quoi, mais oui, en plus c'est vrai, il y a un chat sur la couverture. Donc oui, il y a des chats, il y a un chat sur la couve. Voilà quoi, j'ai envie de vous dire, bon, voilà. Ouais, c'est un recueil de nouvelles, hein, encore une fois, je précise, parce que je sais qu'il y a des gens... Moi, ça me gêne pas. Moi, j'ai aucun problème avec les nouvelles, j'aime bien ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop. Donc, je le précise, je l'ai noté. Voilà pour ce nouveau Margaret Atwood. Ouais, c'est clair, il y a des chats. Wishlist, allez, c'est bon. Shut up and take my money. Arrêtez tout. Je suis tellement comme ça en plus. C'est vrai, même des livres, ça se trouve, ils sont tout pourris, mais c'est pas grave, il y a des chats, c'est bon. J'achète. Toi, t'as du mal avec les nouvelles. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont du mal avec les nouvelles. Je peux comprendre, hein, je peux comprendre, parce que c'est des petits récits, c'est pas très développé, tout ça. Moi, j'adore. Un oiseau? Pourquoi un oiseau? Non, c'était l'oiseau, c'était qui disait ça? Ah, c'était Elsa. Ouais, c'était Elsa qui a... Parce que, ouais, l'île des chasseurs d'oiseaux. Si vous aimez les oiseaux, ne lisez pas l'île des chasseurs d'oiseaux. Hein. Comme son nom l'indique, il y a du génocide d'oiseaux dedans, je vous le dis. Mais un jour, je vous reparlerai de ce livre. Pas là, parce que c'est pas le sujet. Mais un jour, oui. Je vous en parlerai. Allez. Ouais, non, franchement, j'aime bien. Ouais, c'est clair, quand ça passe, c'est génial. Moi, j'aime bien les nouvelles. Franchement, quand c'est des bonnes nouvelles, oui, c'est bizarre de dire ça comme ça. Des nouvelles qui sont très bonnes. Non, même comme ça passe pas. Des récits, des récits courts qui sont très bons. Franchement, je peux vraiment kiffer. Je peux vraiment kiffer. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Le cadeau? Pourquoi cadeau? T'es en train de le lire? Ah, l'île des chasseurs d'oiseaux. Bah écoute, tu nous diras. Ah, l'œil est un oiseau. T'as raison, Yamina, GG. Oui, 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 t'as raison. Je comprenais pas pourquoi tu parlais d'oiseau. T'as raison, exactement. C'est vrai que je me disais, ce chat, il a un œil bizarre. Oui, oui, t'as raison. C'est un oiseau, tout à fait. Bien, wesh. Tu es très observatrice, Yamina. Donc, voilà. Chat plus oiseau, c'est pour toi, Elsa, du coup. Hein. Bon, j'aime bien les oiseaux aussi, cela dit. Ouais, t'as peut-être raison, Adeline. Hein. Quand il y a des nouvelles qui sont très bonnes, ouais, ça peut marquer. Parce que justement, en général, c'est plus c'est court et plus c'est percutant, en fait. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Voilà, voilà. Pour celui-ci, chat-oiseau. Promenons-nous dans les bois, en plus, avec ce titre qui promet des trucs bien, bien intéressants. Allez, on reste encore le 2 novembre. Autant vous dire que la moitié des sorties, presque, non, peut-être pas la moitié, mais une bonne partie des sorties sont le 2 novembre. Alors, Les 4 sœurs marches de Louisa May Alcott, qui est en fait une nouvelle traduction. J'allais dire une réécriture. Non, une nouvelle traduction des 4 filles du docteur March, avec un titre plus court, parce que pourquoi pas. Et en même temps, j'aime bien. J'aime bien ce changement de titre parce que c'est plus féministe en fait. Hein, voilà, c'est pas juste les filles du docteur March, elles ont leur personnalité, c'est les sœurs March, elles sont voilà. On n'est pas liées, elles sont pas liées à un homme en fait. C'est intéressant, je trouve. Donc voilà, pourquoi pas. Écoutez, je sais pas. Après, oui, je sais qu'il y en a qui vont dire faut pas changer le titre parce que c'est l'autrice qui a choisi son titre, etc. Moi, ça me gêne pas. Franchement, j'en ai rien à battre. Du moment que c'est précisé que c'est voilà, que c'est la même histoire, etc.
Et du coup, voilà, on est sur une nouvelle traduction, replongée dans l'histoire des 4 sœurs les plus célèbres de la littérature américaine, avec cette magnifique édition comportant des illustrations, il y a ça aussi. Des illustrations de Frank Thayer Merrill, célèbre pour ses dessins ornant la première édition illustrée des 4 filles du Docteur Marsh. Et donc, voilà, redécouvrir les 4 filles du Docteur Marsh grâce à cette toute nouvelle traduction. Alors, il y avait déjà, bon, c'est la mode, hein, des nouvelles traductions des 4 filles du Docteur Marsh, parce que Gallmeister en avait fait une il n'y a pas longtemps, hein, il me semble. Hein. Enfin, il me semble que leur édition Totem, c'était une nouvelle traduction, si je ne me trompe pas. Et là, ça sort chez Hauteville. Oui, alors c'est un... Il me semble, je suppute que c'est un roman libre de droit et que c'est pour ça que, du coup, bah voilà, j'ai plusieurs maisons d'édition. Ouais, c'est ça, c'était déjà une nouvelle traduction chez Totem, et là encore une nouvelle traduction. Bon, je le mets. Voilà, moi je suis pas sûre que j'irai vers ça, mais je le mets quand même parce que ça peut être intéressant. Donc voilà. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit pertinent. Alors j'aime bien parce qu'ils ont mis ils ont mis un commentaire de Simone de Beauvoir. Il eut un livre où je crus reconnaître mon visage et mon destin, Les 4 filles du Docteur Marsh de Louisa May Alcott. Mais ils ont mis aussi un commentaire de J.K. Rowling. Je suis pas sûre que pour mettre en avant le féminisme, ce soit pertinent de mettre un commentaire de J.K. Rowling, mais bon, voilà, c'est pas grave. Je sais pas, Yamina, ça c'est difficile à dire tant qu'on n'a pas lu l'original et les nouvelles traductions finalement. J'ai même pas lu l'original, donc je ne sais pas. Enfin, l'original, disons la première traduction, on va dire, parce que l'original c'est la VO, hein, mais en plus c'est ça. En plus, pour savoir si vraiment il y a une plus-value, il faut connaître la VO aussi, donc c'est difficile à dire, mais c'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles traductions. Ouais, Malo, mais ouais, moi, ça me gêne pas. Après, je rappelle à toute fin utile que pour Ils étaient 10, c'est bien l'autrice qui avait fait cette demande. Hein, donc, parce qu'il y en a plein qui se sont insurgés sur ce nouveau titre aussi. Donc là, on peut pas dire que ce soit pas un choix de l'autrice. Là, par contre, oui, bah oui, c'est sûr que c'est pas pareil. Moi, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Je pense qu'en fait, ils ont fait exprès. Ah, le titre original, c'est Little Woman. Ah! Ah! Ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire qu'en fait, le titre, c'est vrai que je ne connaissais pas le titre original. Ça veut dire qu'en fait, la traduction du titre en français, donc c'est le premier éditeur hein, qui l'a décidé, et donc il en a fait quand même, je suis désolée, mais quelque chose qui est derrière, enfin, qui est du point de vue d'un homme, quoi. Les 4 filles du Docteur Marsh. C'est le Docteur Marsh qui est important dans l'histoire. Alors qu'en fait, non. C'est un peu Osef, hein, du Docteur Marsh, hein, je veux pas dire, mais. Mais ouais, non, c'est intéressant. C'est intéressant, du coup. Là, pour le coup, là, je suis vraiment d'accord avec le fait de changer le titre. Voilà, oui, les petites femmes. Là, je suis d'accord avec le fait de changer le titre, pour le coup, parce que, voilà. Bon, bref, après, c'est un débat, on va pas rentrer là-dedans, hein, mais je vous le mets. Bon, 28 € quand même. Alors, je pense qu'il est en hardback, hein. C'est du hardback. C'est pas d'habitude, ils le mettent un peu pour montrer. A priori, c'est du hardback. Ils le mettent. Oui, relié. Oui, c'est du hardback. Je vous confirme. Voilà, donc je pense que c'est un beau livre. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on reste encore le 2 novembre. Sortira chez Sonatine La Reine du Noir de Julia Bartz. J'adore cette couverture. Très gothique. Gothique et moderne à la fois, j'aime beaucoup. Donc, dans cette histoire, on suit Rosa Valo, qui est une romancière à succès, et même une sorte de gourou pour ses lectrices, puisque visiblement, elle a surtout des lectrices. Hein. Et en effet, c'est grâce à son livre qui s'appelle La langue du démon que beaucoup de jeunes filles et de femmes ont cessé de se considérer comme des petites créatures fragiles pour explorer leur côté sombre, pulsionnel, sexuel. Voilà, donc ça fait appel comme ça un peu peut-être aux sombres instincts et au côté un peu plus, sortir de cette image de fragile, voilà, de femmes sensibles et fragiles.
Et donc un jour, Rosa Valo décide d'offrir un séminaire à 5 de ses lectrices, un séminaire d'écriture dans son manoir de Blackbriar, qui est isolé au milieu des montagnes. Donc évidemment, elle reçoit énormément de candidatures, même si voilà, on nous dit que l'autrice est plutôt controversée et que, alors si c'est pour son féminisme, hein, je suppose, et que l'endroit a une sinistre réputation, et donc on va suivre Alex qui a été sélectionné par l'autrice, qui voilà la chance de sa vie, mais le souci c'est que quand elle arrive là-bas, elle découvre que l'autrice a décidé d'instaurer une compétition entre les 5 jeunes filles, jusqu'à ce que l'une d'entre elles disparaisse. Alors attention, je vais être mitigée là-dessus. Donc on nous dit 5 femmes enfermées dans un manoir isolé, jouées d'une romancière manipulatrice, avec la reine du noir Julia Barnes signe un huis clos haletant, gothique et féministe. Bref, le cocktail parfait. Alors, je veux bien que ce soit un huis clos gothique, pourquoi pas. À mon avis, je pense que le gothique, c'est plutôt dans le fait qu'on soit dans un espèce de manoir. Je sais pas, ça risque de s'arrêter là. Mais surtout féministe. Alors, est-ce que le fait de montrer des femmes manipulatrices et prêtes à s'entretuer pour survivre, c'est quelque chose de féministe? Je ne suis pas certaine. Surtout que je pense que du coup, donc on comprend que Rosa Valo est une figure du féminisme dans le truc, mais que visiblement c'est pas une très bonne personne. Donc le message, il peut être complètement contraire. Voilà, pareil Elsa. Le message, il peut être complètement contraire à ce qu'il veut dire en fait. Donc je suis très très curieuse. Franchement, moi je vous avoue que le synopsis m'envoie du rêve en tant que roman, en tant que thriller, hein, voilà, en tant que pur thriller, au-delà du féminisme, du gothique et tout ça. Ça me donne envie de le lire, voilà, je suis assez curieuse. Maintenant, après, j'ai très peur du message. J'ai très très peur du message. Oui, en plus, voilà, la compétition entre femmes, c'est pas très féministe, justement. Elle est où la sororité, là? Mais ça veut rien dire. Après, ça veut rien dire. Peut-être que justement, ça peut être un... Peut-être qu'elle va nous emmener dans des trucs vers lesquels on s'attend pas à aller. Et peut-être qu'au final, le message sera féministe. Je ne sais pas. Peut-être qu'au final, l'autrice, ce sera une personne super cool et que ça ne sera pas du tout de sa faute et que j'en sais rien, je ne sais pas. Je fais des suppositions. Mais voilà, donc j'attends. Celui-là, je vais vraiment suivre les retours. Surtout des personnes qui ont une conscience féministe, hein, évidemment. Voilà. Je vais voir ça. Ça te fait penser à Blackwater? Ah oui, par rapport à la couverture, c'est ça? Et toi, tu disais, ah oui, le signal de Chatham. Ouais, c'est vrai un peu, ouais. Oui, la maison, ouais, c'est vrai un peu, ouais. Quelqu'un, il faut que quelqu'un se dévoue pour le lire, surtout qu'il fait 450 pages quand même, c'est pas non plus petit. Ouais, d'accord, personne va le lire, j'ai compris. Non, mais je sais qu'il y en a qui vont le lire. Je sais qu'il y en a qui vont lire parce que, voilà, par curiosité, etc. Voilà, bon, c'est un Sonatine, hein. C'est vrai que Sonatine, en général, ils font des bons choix, donc on va voir. Allez. Ouais, 25 balles. Non, mais c'est clair que je l'achèterai pas, moi. Hein. Je l'achèterai pas. 25 balles, ça pique. Franchement, ça pique. Ah, en VO, d'accord, Céline. Bah écoute, fais-toi plaisir. Allez, on passe à la suite. Donc, encore putain, pourquoi j'ai envie de dire réécriture? Non, une nouvelle traduction, sorry. Encore une nouvelle traduction. Avec donc Shining, voilà, là c'est écrit nouvelle traduction en gros, on peut pas se tromper. Hein. Shining de Stephen King, cette fois ils ont pas changé le titre. Bon, est-ce qu'on doit vraiment reparler de l'histoire? D'ailleurs, j'ai même pas parlé de l'histoire des 4 filles du Docteur March parce que je pense que tout le monde la connaît, hein, pendant la guerre de sécession, le père qui part à la guerre, etc. Et les filles qui vont évoluer comme ça
dans l'optique d'un mariage, mais voilà, sauf qu'il y en a une qui veut pas se marier, bref, voilà, on va pas rentrer dans les détails. Et Shining, donc une famille dont le père doit être engagé pour garder un hôtel pendant qu'il n'y a pas de clients dedans, donc pendant la basse période en hiver, en plein hiver, donc l'hôtel est entouré de neige, c'est bloqué, ils vont être, ils le savent, hein, ils vont être coincés là-bas en fait, hein, c'est le but, c'est pour ça que le père est payé, donc il part avec sa femme et son fils, sauf que il va se passer des trucs pas très très cool dans cet hôtel, voilà, qui s'appelle l'Overlook, avec la famille Torrance. Coucou Karine, ça fait plaisir de te voir. Oh là là, ça y est, il y a du décalage. C'est toujours comme ça quand j'enregistre, ça m'énerve. Gros décalage entre le son et l'image, je pense. En tout cas, chez moi. Coucou Karine, ça fait plaisir de te voir en tout cas. J'espère que tu vas bien. C'est cool. Ah, c'est pour ça que j'aime de moins en moins enregistrer parce qu'à chaque fois ça rame beaucoup. C'est un peu pénible, mais bon, c'est comme ça. J'essaye de mettre quand même mes trucs sur YouTube quand c'est des trucs importants. Donc ouais, nouvelle traduction. J'en sais pas plus. J'en sais pas plus que nouvelle traduction. Préface de Delphine de Vigan. Bon, je sais pas ce qu'elle vient faire là, elle, mais... Et puis, si, édition collector aussi, évidemment. Je pense que ça va être... Oui, je pense pas. C'est du hardback également, comme les 4 sœurs marchent. Ça va être un très beau hardback. Voilà. Par contre, 26 boules. Bon, ça pique un peu, mais il y a moyen... Alors, soit je récupère soit j'attends juillet pour récupérer l'exemplaire de Séverine, soit si elle arrive à la récupérer en SP, soit c'est Kim qui va l'acheter. La meuf. Non, je ne dépenserai pas mes sous sur ce Shining. Bref, voilà pour celui-ci. Allez, bah c'est Karine qui lit en VO aussi, tiens, Céline. Alors, ensuite... Mince, j'aime bien, je change là, mais je change pas là, voilà. Donc, toujours le 2 novembre, sortira Vendetta de Marie Corelli chez Erol. Pareil, c'est un... Non, c'est pas un hardback. C'est pas un hardback, mais c'est un beau... c'est une belle couverture dorée, tout ça. Magnifique, magnifique roman encore. Et donc là, pour la précision, sachez que Marie Corelli n'est autre que le nom de plume de Mary Mackay. Mary Mackay, qui est une autrice britannique d'origine écossaise. Et surtout, qui n'est plus de ce monde, puisqu'elle écrivait au 19e siècle. En effet, le livre est sorti en 1986. Voilà, 1800, pardon. Oui, bien, la meuf. 1886, pardon, voilà. Donc, autant vous dire que ça date. Mais, ce n'est pas une réédition, puisqu'il n'avait jamais été traduit en français. Voilà, oui, c'est ça, j'étais là, mais pourquoi ils ont mis que c'était italienne, Erol? Ils ont envoyé le SP à Séverine, ils ont mis autrice italienne, mais pas du tout. Elle est pas... Moi aussi, je pensais, parce que comme l'histoire se passe à Naples, je me suis dit, avec un nom comme ça, Corelli, je me suis dit, tiens, c'est une autrice italienne. Mais par acquis de conscience, vu que le prénom n'était pas italien, je me suis dit, je vais quand même aller vérifier, on sait jamais. Je vérifie toujours les nationalités des auteurs. Ouais, franchement, c'est une grosse erreur. Et du coup, je suis allée vérifier sur Wikipédia, et Wikipédia m'a donc informé, au passage, et j'ai bien fait du coup parce que je n'étais pas au courant, m'a donc informé que c'était un livre qui datait de 1800, je vais y arriver, de 1886. Bisous Malo, merci d'être venu. Bisous, bisous. Bonne soirée, bonne nuit, bonne lecture, bien évidemment. C'est bien de lire avant de dormir. Et donc voilà, jamais sorti en France. Et alors, on est sur une histoire de vengeance un peu à la Comte de Monte Cristo, hein, je trouve. Donc, on est à Naples en 1884. Une épidémie de choléra frappe la ville. Et en fait, on va suivre un jeune homme qui est le comte Fabio Romani, qui a été déclaré mort et placé à la hâte dans le caveau familial, sauf que... Le problème, c'est que Fabio n'était pas mort du tout.
Voilà, en fait, il était malade, certes, mais il va survivre à la maladie, il va se réveiller dans son cercueil. Ouh, déjà rien que ça, je suis en mode claustro de ouf. Moi, je supporte pas ça, mais bon, ok. Oui, je finis plus mes mots. Ouais, je suis trop pressée. Une épi. Voilà. Oui, la meuf fait des diminutifs comme ça. Alors, c'est une épi de coller. Et donc, il va réussir quand même à sortir, je ne sais pas par quel truchement. Et il se trouve qu'il va découvrir, c'est pour ça que ça me fait penser au conte de Monte Cristo, notamment parce qu'il va découvrir un trésor. Un trésor qui a été amassé là, donc dans son tombeau, par le célèbre brigand Carmelo Neri. Donc forcément, Fabio, il est refait, hein, il est refait parce que non seulement il a survécu à la maladie, non seulement il a réussi à sortir de son tombeau, mais en plus il a trouvé un trésor. C'est pas merveilleux quand même le hasard. Et donc il va sortir de là et s'apprêter à retrouver sa fiancée, donc la belle et douce Nina. Putain, franchement ça ressemble trop à Monte Cristo, je veux pas dire. Mais qu'est-ce qui a été... Non, Monte Cristo a été écrit avant, hein. Oui, je pense. Je suis très nulle en... Je suis très nulle pour ça, mais... Donc, sauf que, là, la belle et douce Nina s'est mise avec, non seulement s'est mise avec son meilleur ami, mais bon, pourquoi pas, après tout, il était mort, donc voilà, sauf que le problème, c'est que, en fait, il va découvrir que cette liaison date de bien avant sa supposée mort. Et en plus, ils en ont rien à battre qu'il soit mort. Voilà, au contraire, sont contents, les deux, bah c'est bien, on peut vivre notre lésion au grand jour, c'est super. Et donc, Fabio va décider de prendre sa revanche. Voilà. Conte de Monte Cristo, de ouf. Ouais, juste avant, mais comme quoi... Enfin, ça... Voilà. Pas impossible qu'il y ait de l'inspiration de la part de Mary McKay, en l'occurrence, Marie Corelli. Voilà, mais bon, ça a l'air cool quand même, ça a l'air vachement cool. Moi, voilà, oui, bon, moi, les histoires de vengeance, j'aime beaucoup, on va pas se mentir. Voilà, alors, le titre en plus annonce la couleur directe, hein. Ouais. Le titre annonce la couleur. J'avoue, celui-là, en plus, il est pas très cher, on va dire, hein, pour les grands formats d'aujourd'hui, qui sont maintenant à 25 balles, à 22 balles minimum. 20 balles, c'est pas très cher. Donc, ouais, il y a celui-là, il y a moyen que je me l'achète. On verra. Il irait bien dans le Black November en plus. Oui, parce qu'il y a quand même un côté thriller, hein, dans cette histoire, je trouve. Voilà, vengeance, tout ça, machin. En tout cas, un roman noir. Ouais, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, il a l'air bien. Il a l'air bien, il a l'air beau. Très envie de me l'acheter, celui-là. Mais j'ai pas de sous. Il y a trop de livres que j'ai envie d'acheter, là, ça m'énerve. Bref, allez, je passe à la suite. Ça sortira chez Erol, je sais plus si je l'ai dit, mais voilà. Et on reste encore, je crois que c'est le dernier de la date. Le 2 novembre sortira The Way I Used to Be de Amber Smith. Et franchement, on aurait pu penser que c'était une couverture VO. Ça fait très couverture VO, je trouve. Écrit comme ça, en plus en anglais. Mais non, c'est bien la couverture française, puisque on nous explique. Donc, il sortira chez Gallimard. Hein. Gallimard jeunesse, alors c'est du young adulte. Voilà, on nous dit un roman bouleversant et nécessaire, devenu un phénomène TikTok. Alors, je sais que c'est pas une référence. Cela dit, il me tente pas mal. Parce que vous allez voir que bon, il y a une thématique qui me parle beaucoup. Donc, on suit Eddie qui, jusqu'à présent, bah voilà, vivait une petite vie d'adolescente plutôt tranquille, hein, voilà, avec ses amis, elle a eu des petits amis, etc. Tout se passe bien. Mais un jour, tout va basculer pour Eddie. Donc c'est Eddie, E-D-I-E, hein, c'est une fille. Hein. Tout va basculer pour Eddie le jour où le meilleur ami de son frère va la violer. Et bah voilà, hein, je pense que le synopsis suffit à lui-même. Hein, j'imagine bien qu'on va suivre un peu peut-être voilà la descente aux enfers. Bah, surtout c'est le meilleur ami de son frère, donc c'est pas rien. Ouais, après, ouais bah, ça sera ça le titre en français. Ouais, tout à fait. The Way I Used to Be, ce que j'avais l'habitude d'être, la façon dont j'avais l'habitude d'être. Je sais pas trop comment on peut traduire ça en français correctement.
Voilà, juste, c'est peut-être justement parce que c'est difficile à traduire en français correctement qu'ils ont laissé ce titre-là, en fait, je pense. Je pense. Voilà. C'est vrai que ce que j'étais, ouais, à la limite, ouais. Ça aurait bien, ouais, c'est vrai, ça aurait été pas mal comme titre, ce que j'étais. Ça sonne bien. Ça fait un peu titre de Lisa Jewell, je trouve, ce que j'étais. Je sais pas pourquoi. Ou de Marc Lévy, je sais pas, mais vraiment. Ouais, moi, bah oui, moi, forcément, la thématique, hein. Voilà. Mais j'attendrai aussi de voir. J'aime beaucoup la couverture aussi. J'attendrai un peu de voir les retours, on verra ce que j'étais ou ce que j'ai été, ouais, aussi. Mm. Mais ouais, pareil, j'attendrai un petit peu les retours pour voir comment c'est traité, hein, parce que c'est pas parce qu'il y a une histoire de viol que ça va être féministe ou quoi, hein, ça veut rien dire. Donc j'attendrai un peu de voir comment c'est traité, on verra bien. Donc voilà pour celui-ci. Allez, j'avance parce qu'il en reste encore quelques-uns quand même. On est qu'au 2 novembre, je rappelle. Donc on passe au 8 novembre avec la sortie de cette bande dessinée Vida de Antoine Doll aux éditions Glénat. Et alors pour la précision, c'est un peu au format... Ça peut être classifié comme manga parce que c'est un peu au format manga, mais c'est français. Donc pour moi, c'est pas un manga, c'est une bande dessinée. Pour vous dire, pour vous donner un point de comparaison, on va dire. C'est dans les éditions de Glénat, leurs éditions de manga un peu grand format en fait. Disons semi-poche, je sais pas comment on pourrait dire ça. Notamment s'il y en a qui connaissent Jizo. Voilà, c'est la même édition. C'est vraiment la même édition. Donc oui, ça a plutôt format manga, grand manga, on va dire, mais avec j'imagine que ça va être aussi en noir et blanc. Je sais pas si on peut feuilleter. Je pense que non, on peut pas feuilleter. Je pense que ça va être en noir et blanc et avec la couverture souple vraiment comme un manga. Voilà. Donc dans cette histoire, en fait, on va... Alors oui, ah oui, précision aussi, j'ai oublié de vous préciser, Antoine Doll, c'est le vrai nom de Mr. Tan. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est plus ou moins un manga. Je pense qu'il y en a qui doivent connaître Mr. Tan. Alors c'est pas un auteur de manga, hein, mais c'est l'auteur de Mortel Adèle, en l'occurrence, et de plein d'autres BD. Mais voilà. Mais je pense qu'il est plutôt inspiré aussi un petit peu par la culture japonaise, donc... Ouais, c'est vrai, Yamina, c'est vrai qu'il y a souvent des titres originaux, ben, comme par exemple, moi j'avais acheté, c'était quoi All the Best Liars. Ouais, il y a souvent effectivement des titres en VO hein, dans les young adultes. Donc là, on va suivre Vida, hein, voilà, c'est son nom. Vida, Vida, Vida. Et Virginie. C'est deux héroïnes. Alors attendez, il faut remettre le synopsis dans l'ordre. Oui, je j'ai pas révisé, pardon. Donc on suit Virginie et Vida. Donc on est dans un monde. Je suis en train de me demander. Non, on n'est pas dans un monde post-apo. Non, non, c'est vraiment plus. Alors il y a du fantastique. En fait, je crois, donc si je comprends bien, Vida, elle a des pouvoirs. Et elle a le pouvoir de faire exploser des choses. Voilà, c'est ça en fait. Donc on est plus dans du fantastique, limite SF, ouais. Elle a le pouvoir de faire exploser des choses et elle va rencontrer Virginie, qui elle aussi a visiblement, alors elle, je sais pas si c'est le feu aussi, bon, peut-être les mêmes pouvoirs qu'elle. Virginie, elle a été abusée, violée par son propre père. Voilà, vous voyez pourquoi je l'ai mis encore, voilà, des thématiques qui me touche. Et Vida, par contre, je ne sais pas, mais elle aussi, on comprend qu'elle a un passif très difficile. Et on va suivre, voilà, ces deux filles un peu dans leur. Ouais, franchement, la quatrième de couverture est pas très claire. Un peu, voilà, dans leur lutte contre ce monde difficile et avec leur pouvoir comme ça. Voilà, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Mais ça a l'air intéressant. Ah oui, Karine, ouais, c'est clair. Non, mais ça, c'est complètement débile. Mais ça, c'est dans les films, ça, Karine, souvent, que effectivement, ils remplacent un titre anglais par un autre titre anglais, parce que genre, c'est plus court, ou voilà, mais ça sonne anglais, alors ça va, mais des fois, ça veut strictement rien dire, ça n'a aucun sens. C'est un peu débile. Ah, t'as toute une collection des Mortels Adèle. Ouais, la couverture est très jolie. Donc, ouais, je sais pas si je l'achèterai, mais...
Il m'intéresse pas mal. Voilà, il m'intéresse pas mal celui-là. Ah oui, oui c'est vrai. My Dear Fucking Prince, oui c'est vrai, c'est pas le titre original, ouais, t'as raison. J'avais zappé ça. Ouais, ils le font dans les livres aussi. C'est vrai que c'est débile quoi. C'est débile. Bref, ensuite, on passe au 9 novembre. Ah bah tiens, Karine. Sortira donc Babel de R.F. Kuang dans cette magnifique édition collector chez De Saxus que je me suis empressée de précommander parce que depuis que Karine en avait parlé chez Séverine, je l'avais mis dans ma wishlist en me disant peut-être que si je le trouve par hasard dans une librairie VO, parce qu'il y a des librairies VO à Montpellier ou chez Gibert aussi, il y a un rayon VO, bah, je le prendrai. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'il allait sortir chez De Saxus, et en plus dans cette sublime édition. Donc voilà, j'ai fait ok, je le prends, je cherche pas à comprendre. Ouais, Ah ouais, cette édition, voilà, je l'ai pris direct. En plus, il disait que c'était une édition limitée, alors je sais pas si, peut-être qu'il en reste encore. J'ai l'impression qu'il est redisponible sur Amazon. Je sens que je me suis fait avoir par le côté édition limitée. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je le voulais, donc dans tous les cas, édition limitée ou pas. J'avais peur que ça fasse comme Adi Larue, que vraiment, ça soit impossible à trouver après, je ne sais pas. Ah, tu l'as, Céline, dans ta palle? Oui, en VO, j'imagine bien, du coup. Moi, j'ai trop hâte de le lire. Donc, en fait, alors, du coup, Karine l'a déjà lu, donc j'espère que je vais pas mal retranscrire la quatrième de couve. Mais souvent, la quatrième de couve est pas forcément, c'est pas forcément ce qui se passe dans l'histoire, hein, mais bon. Donc, on va suivre. On est en 1828. Donc, c'est un roman historique, fantastique en fait, un peu avec je pense, des touches de fantaisie, si j'ai bien compris. Oui, c'est l'autrice de La Guerre du Pavot que j'ai toujours pas lu, que j'ai toujours pas lu. Et j'ai toujours pas lu cette autrice. Il serait temps. Je veux cette version aussi. Non, mais franchement, j'avoue, c'est une tuerie. Bref, on est en 1828 et on va suivre un jeune orphelin chinois qui est recueilli par un professeur à Canton, donc la ville, hein, et conduit à Londres. Il va être rebaptisé avec un nom anglais, donc en l'occurrence Robin Swift, et donc il va étudier les langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut Royal de Traduction de l'Université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Et là, vous voyez venir que ça va être de la Dark Academia aussi, hein, clairement. Donc voilà, c'est un... Alors, on nous dit c'est le berceau de l'argentogravure. Je suppute que c'est de la gravure sur l'argent. Les étudiants exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Donc Robin, qui atterrit finalement à Oxford, va prendre conscience que ses travaux confère du coup l'Empire britannique. Donc du coup, oui, je pense que c'est un empire fictif. Non, non, c'est pas un empire fictif, on est en 1828, je suis con. Donc voilà. Du coup, l'Empire britannique a la possibilité, comment dire, sachant que voilà, on sait qu'à l'époque, voilà, encore aujourd'hui, hein, l'Empire britannique, c'est un empire très colonisateur. Et du coup, ses travaux pourraient lui apporter une puissance sans précédent. Voilà. Et donc, est-ce que Robin va faire quelque chose contre ça? Je ne sais pas. Voilà, bon, j'espère que je suis pas trop à côté. Ah, c'est l'Empire britannique avec de la magie. Oui, donc c'est ce que je disais au début. En fait, effectivement, ça part d'un postulat historique. Mais sauf que, évidemment, voilà, c'est du fantastique. Alors, c'est vrai que c'est pas dit, hein, dans le... Mais j'aime bien, moi. Alors, on nous dit après, c'est un mélange de fantaisie et fiction historique, ok. Mais c'est vrai que la quatrième de couve ne laisse pas forcément présager que ça va être du fantastique. Alors, même si la gravure, machin, on comprend qu'il y a un truc un peu obscur, un peu occulte, on va dire. C'est un roman anticolonialiste plus, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Moi, ça a l'air trop bien. Mais je sais que cette autrice, elle est totalement anticolonialiste. Hein. Et d'ailleurs, j'aimerais trop lire, pareil, il est pas sorti en français, j'aimerais trop lire son roman Yellow Face, où elle parle du racisme anti-asiatique.
et de l'appropriation culturelle. Euh, J'aimerais trop lire celui-ci. Donc voilà. Chez cette autrice, ouais, il faut vraiment que je la découvre et j'ai trop hâte de le recevoir déjà. Trop magnifique. Le fantastique est très light. Non mais c'est bien. Mais du coup ouais c'est un peu. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu Dark Academia du coup? J'ai l'impression qu'on est un peu sur Société secrète, Oxford, tout ça. Ah ouais, t'as déjà lu les 2 premiers tomes de la guerre du pavot? Elle beurre souvent épais. Alors, c'est-à-dire c'est-à-dire précisément. Ouais, après c'est clair que 35 euros, c'est très très cher. Là, on n'est plus d'habitude les hardbacks de chez De Saxus, ils sont à 25 euros. Là, on est sur du 35 euros quand même. C'est très très cher. Alors oui, il fait 708 pages. Oui, il est très beau, mais bon, quand même, ça pique. Ouais, Yellowface, il a eu beaucoup beaucoup de retours positifs. J'ai vu, hein, je l'ai vu recommandé sur plein de comptes Instagram que je suis. Donc, ok. Ben, en tout cas, Karine, moi je me souviens que tu étais venue en parler chez Séverine et que ça m'avait hypé de ouf. C'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist. Voilà. Oui, 35 euros. Oui, 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 oui. Oui, oui par contre, oui, en brochet, il est à 23 euros. C'est pas la même. Beurré épais est très égal d'être très explicite. Ok, oui, je comprends ce que tu veux dire. Comme ce que Elsa n'aimait pas dans Les voleurs d'innocence. C'est trop obvious. C'est pas assez subtil. Ok, ok. Non mais ouais, j'ai trop hâte de le lire. J'ai trop hâte de le lire. Bref, voilà, donc ça sortira le 9 novembre. Chez De Saxus. D'ailleurs, putain, il y a une sortie. Alors, c'est pas De Saxus, c'est Sabran, mais c'est chez De Saxus aussi, quoi. Dans leur collection Sabran. Il y a une sortie là en décembre. Po, 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 po. Si je vous dis. C'était quoi? Donc, roman féministe, évidemment. Réécriture de la mythologie grecque. Et c'était quoi le truc? Gothique. Et alors, c'est aussi la réécriture d'un livre que je n'ai pas lu, mais bon, bref, je vous en reparlerai. Mais en plus, c'est l'autrice de Cendrillon n'est pas morte que j'avais. Non, Cendrillon n'est pas morte ou Cendrillon est morte? Non, Cendrillon est morte. Je crois que je me trompe dans le titre. Que j'avais adoré. Et le livre est absolument magnifique. Mais bon, je vous en reparlerai aux prochaines sorties, du coup, ce qui sort en décembre. Voilà. Donc, toujours le 9 novembre, sortira, on passe sur de Young Adult, sortira Les Initiés de Jessica Goodman. Qui est donc un petit thriller young adulte. Moi j'aime bien les thrillers young adultes. Alors ils sont pas tous bien, hein, mais des fois c'est sympa. Donc là on suit Jill, dont la meilleure amie a été assassinée. J'ai oublié, il sortira chez PKJ. Dont la meilleure amie a été assassinée 3 ans auparavant, mais et son meurtrier a été arrêté. Ou du moins celui qu'on supposait être son meurtrier. Puisqu'il clame son innocence. Encore 3 ans après, il clame toujours son innocence. Jill, donc 3 ans plus tard, Jill, elle a une vie, en dehors de ça, hein, elle a une vie plutôt parfaite. Elle est dans un lycée privé assez huppé, elle a des bons résultats scolaires, elle a des amis qu'elle adore, etc. Et surtout, elle fait partie d'un espèce de club. Ouais, ça fait un peu Dark Academia aussi, mais bon. Elle fait partie d'un club secret. On nous dit un club initiatique qui assure à ses membres un avenir brillant. Le truc, c'est que Jill va commencer à poser des questions sur la mort de sa meilleure amie, donc qui s'appelle Shayla. Et ses amis ne vont pas réagir comme elle l'aurait attendu. Et en fait, du coup, Jill va décider d'enquêter vraiment avec l'aide de la sœur du meurtrier présumé. Parce que pourquoi pas. Et donc voilà, on va découvrir certains secrets, etc. Voilà, moi ça me rend très très curieuse. Ça me rend très très curieuse. Oui, elle avait fait une vidéo, Karine, sur les romans Dark Academia. Très très bien cette vidéo d'ailleurs. Voilà. Ouais, moi j'aime bien l'idée. Moi franchement, honnêtement, on va pas se mentir, c'est le genre de synopsis qui est très efficace avec moi. Vraiment, moi quand je vois ça, je fais ok, c'est bon, je veux lire. Après, ça veut pas dire que ça sera bien, encore une fois. Hein,
Ça ne veut rien dire, hein. Pretty Dead Girls, je m'en souviens, hein. Oula. Mais honnêtement, la plupart des thrillers young adultes que j'ai lus, j'ai aimé. Franchement, j'ai aimé. Jamais eu une méga claque, mais à chaque fois, j'ai passé un bon moment. Donc, why not? Why not, why not? Ouais, Adeline, j'ai l'impression que c'est un peu un truc à la mode, la Dark Academia, ouais, en ce moment. Mais tant mieux, moi j'aime bien. J'aime bien. Alors, je sais pas qui c'est qui a popularisé ça. Bon, à part Donatart, mais voilà. Mais je veux dire récemment, qui c'est qui a popularisé ça? Je ne sais pas. Mais j'aime bien. Ah oui, la Dark Academia, en fait, c'est quand donc tu as une histoire qui se passe dans une école de préférence, hein. Alors, ça peut être un lycée, université, voilà. Et il y a un espèce de club secret, on va dire. Voilà, un peu l'élite. Voilà, alors ça peut être fantastique ou pas, hein. Par exemple, le maître des illusions de Donatart, c'est de la Dark Academia, mais c'est pas fantastique. Et où ça peut être fantastique, par exemple, je sais pas, moi, ils utilisent la magie noire ou des trucs comme ça. Voilà, il y a toujours ce truc de un peu club secret, clan, en fait, clan qui cache des trucs sombres, etc. Voilà, et oui, oui, c'est bien de le dire, effectivement. Critique de la société académique. Oui, il y a toujours une critique un peu de l'organisation scolaire, etc. Voilà. Des États-Unis, hein, souvent. C'est souvent aux États-Unis, hein, on va pas se mentir, parce que voilà, ça fonctionne pas pareil que chez nous. Mais ouais, c'est vrai qu'on le revoit beaucoup. Moi, j'aime bien. Moi, c'est un truc qui me plaît bien. Voilà, c'est vrai. J'avoue, c'est très vendeur avec moi, on va pas se mentir, hein, mais... Ah oui, par contre, j'ai détesté. Enfin, j'ai détesté. Non, j'ai pas détesté, j'ai abandonné la neuvième maison, j'y arrivais pas. Franchement, la neuvième maison, je n'y arrivais pas, mais je crois que j'ai un problème avec la plume de cette autrice, en fait. Donc, voilà. Alors, Elite, non, Elite, c'est pas de la Dark Academia, parce qu'il n'y a pas de truc secret, en fait, hein. C'est juste qu'ils sont dans un lycée UP et qui baissent dans tous les coins, mais non, c'est pas vraiment de la Dark Academia, Elite. Pour le coup. Allez, Janky, parce que j'avance pas vite là. Donc le 9 novembre toujours sortira Tu mens comme tu respires d'Harriet Tice. Et donc là on est sur un thriller domestique classique. Donc ça sortira chez Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire qu'on ne présente plus. Et donc dans cette histoire on suit Sadie, Sadie qui est maman, qui adore sa fille et qui veut tout faire pour la protéger. Elles ont dû quitter leur maison assez rapidement. On ne sait pas pourquoi. Et justement, Sadie ne peut pas dire pourquoi à sa fille. Et elle ne peut pas non plus lui dire pourquoi son père, donc c'est Robin la fille visiblement, son père ne les accompagnera pas dans leur déménagement. Donc elles partent à Londres. Elle va retourner dans la maison de sa mère, sa propre mère, hein, donc à Sadie, donc la grand-mère de Robin, qui est décédée. Elle n'a pas du tout envie d'y retourner, mais elle est obligée, pareil, on ne sait pas pourquoi. Et elle ne peut pas non plus dire la vérité à sa fille sur l'école où elle va aller. Parce que voilà, c'est une école en plus qui n'accueille pas de nouveaux arrivants normalement. Et donc voilà, Sadie va recommencer une vie, on ne sait pas pourquoi, elle ment à sa fille, mais voilà, il pourrait y avoir des conséquences. Écoutez, moi, franchement, alors c'est con parce que j'étais pas là quand Séverine en a parlé, parce que sinon j'aurais parlé de cette autrice. Mais c'est vrai, je partage un petit peu l'avis de Séverine par rapport à l'édition, parce que effectivement, si ça avait été un thriller Hauteville, honnêtement, c'est pas un synopsis qui m'aurait hypé, on va pas se mentir. Mais moi, c'est pas l'édition, moi c'est l'autrice. Moi, c'est plutôt l'autrice, parce que Harriet Tice, parce que bon, la Bête Noire, c'est pas forcément des trucs géniaux non plus, hein. Harriet Tice, c'est l'autrice de Blood Orange, donc qui était chez la Bête Noire aussi. C'est une avocate. Et Blood Orange, j'avais vraiment adoré parce que c'était très féministe pour le coup. Donc ça évoquait les violences faites aux femmes notamment. Et c'était donc sous un côté très judiciaire. C'était vachement bien fait.
Blood Orange, j'avais adoré. Et bah, du coup, voilà, à nouveau Harriet Tice, je me dis, ah, ça peut être intéressant. Voilà, ouais, il y a une fenêtre sur la couverture. GG, Adeline, t'as retenu le truc, j'avais même pas pensé. Euh, Ouais, mais attends, on n'avait pas dit que c'était que dans le titre, la fenêtre. Je sais plus. Ah non, c'est sur la couve aussi. Non, c'est sur la couve aussi, c'est vrai. On avait dit sur dans le titre ou sur la couve. Donc oui, ça peut marcher pour Dégomme ta palle de novembre. Euh, Il y a une fenêtre sur la couverture, GG. Je n'avais pas fait gaffe. Voilà, bon bah écoutez, moi j'attendrai un peu les retours, mais clairement, voilà, moi j'ai beaucoup aimé son premier, donc allez, voilà pour celui-ci. Allez, un petit SF, parce que pourquoi pas, SF Young Adult, donc aux éditions Hello Édition sortira Leeds Movement, je sais pas, de Tony Lecoq, qui est un auteur français. Alors là, on est dans un monde dystopique, évidemment, c'est pour ça que je le mets, moi j'aime beaucoup les dystopies, hein, où les réseaux sociaux définissent la place de chacun. Déjà un peu comme ça en Chine, hein, mais bon. Donc on a alors on sait pas trop, hein, j'imagine que l'institution c'est l'école. À la sortie de l'institution, chaque personne reçoit une affectation et un implant qui définit son quotidien, voilà, et sa perception du réel. Donc en fait, en gros, c'est pas le choix, quoi. C'est t'es assigné à quelque chose et tu dois t'y tenir. On va suivre une influenceuse qui s'appelle Gali, mais voilà, qui est membre éminente j'imagine d'un truc d'élite qui s'appelle l'élite. Mais elle se lasse de plus en plus de sa vie un peu trop facile, entre guillemets, hein, parce que tout lui tombe tout cuit dans la bouche. Sauf que elle va un jour se retrouver embarquée dans une émission de télé-réalité visiblement assez violente. Donc une nouvelle émission qui va être lancée, qui va devenir très rapidement populaire, et on va la suivre avec d'autres candidats où en fait ils doivent affronter des épreuves qui les mettent en danger. Et du coup, en fait, ils vont devoir essayer, ils vont vouloir s'échapper, mais le problème, c'est que comment distinguer les illusions de la réalité. Bon, voilà, c'est assez confus, hein, comme synopsis, on va pas se mentir. Mais ça a l'air très intéressant. Ça a l'air extrêmement intéressant. Merci Margot, bisous. Merci d'être venue. Bonne soirée, bonne nuit. Ah, les lives des sorties, c'est toujours très long, hein. Je sais qu'on aura jusqu'à 11h, là. Ouais, ça fait très Black Mirror, hein. Ça fait très Black Mirror. Moi aussi, j'adore les dystopies, j'avoue. Je suis très très cliente des dystopies. Alors des fois, c'est pas réussi. Des fois, c'est trop cliché aussi. Bon, voilà. Mais n'empêche que ça m'attire toujours quand même, hein. Donc, voilà. Voilà pour celui-ci. Alors, c'est du Young Adult. Malgré tout, c'est quand même 21,10 €. Hein. C'est plutôt cher payé pour du Young Adult. Mais bon. On va rien dire. Voilà pour celui-ci. Ah oui, c'était le 10 novembre. Hein, j'ai oublié de préciser, ça sortirait le 10 novembre. On passe au 15 novembre avec la sortie d'un manga. Il s'agit de Colette, Mémoire d'une maison close de Moyoko Hano. Ça se passe à Paris. On est à Paris, donc ça sortira chez Pika. On est à Paris au début du XXe siècle. Et on va suivre Colette, qui travaille dans une maison close. Et en fait, on va suivre donc son quotidien, mais aussi celui des autres filles. Apparemment, il va y avoir quand même pas mal de sororité dans cette histoire. Et Colette, en fait, sa seule source de bonheur, mis à part l'entraide avec ses consoeurs, c'est ses rendez-vous avec un homme qui s'appelle Léon, parce qu'elle est amoureuse de lui. Mais elle n'est pas sûre, voilà, c'est quand même un client, quoi, elle n'est pas sûre que ce soit réciproque. Et un jour, Léon ne va plus venir la voir et Colette va sombrer dans le désespoir. Voilà, histoire classique d'une prostituée. Voilà, bon, c'est un manga, hein, c'est une autrice japonaise, mais ça se passe à Paris parce que pourquoi pas. Gros manga, hein, par contre, alors oui, 25 €.
Après, je pense que c'est non seulement un grand format, mais en plus, il y a 554 pages, ce qui est énorme pour un manga. D'habitude, on est plus sur de 200 pages. Hein. Donc 3 fois plus presque. Donc voilà, ça va, je pense que ça va être un gros bébé et que c'est pour ça que ça coûte 25 euros. Voilà. Voilà, voilà. D'ailleurs, c'est même presque un roman graphique en fait, hein, même si c'est japonais. C'est un manga, hein, parce que c'est japonais, mais on est presque, je pense, sur le manga, sur le format, pardon, roman graphique. Voilà. Donc oui, ça les vaut. Franchement, clairement, ça les vaut, les 25 euros. Voilà, je sais que les éditions, là, les belles éditions de Junji Ito, quand elles sont grosses, elles sont à 30 balles. Hein. Donc, voilà pour celui-ci. Toujours le 15 novembre sortira chez Hugo Publishing dans leur collection Hugo Roman Rainbow Blues de Sophie Tarantini, qui est française, hein, contrairement à ce que son nom de famille peut indiquer. Alors, donc c'est marrant parce que le livre précédent était japonais et se passait en France, et là c'est français et ça se passe au Japon. Voilà, ça, la boucle est bouclée. Donc on est à Shibuya, donc très célèbre quartier de Tokyo, hein, c'est le quartier le plus en vogue, on va dire, le plus populaire, mais populaire pas dans le sens pauvre du terme, hein, c'est l'inverse même, plutôt voilà, là où il y a le plus de monde. Et donc, alors attendez, on est donc dans une tour, en plein cœur du quartier de Shibuya. On va suivre Swan. On va suivre Swan. Swan qui est quoi? Oui, c'est un garçon. Swan qui a 20 ans, qui est riche, qui rêve de faire de la course automobile. Et on va suivre aussi Madeleine, qui est une maman, mère d'une enfant sage, on nous dit, mais qui visiblement va tromper son mari, parce que son mari n'est jamais là. Qui sait s'il la trompe pas lui-même aussi. Et enfin, on va suivre Popée, parce que pourquoi pas, Popée qui tyrannise les mecs qui croisent sa route. Parce que en fait, elle essaie. Alors oui, pas que les mecs, pourquoi pas. En fait, il y a Popée, donc elle joue du piano, mais elle ne sait pas composer et du coup, elle va passer ses nerfs sur les gens qui vont la croiser, en gros. Et voilà, on va suivre un peu ces trois personnages-là. Je ne connais pas du tout l'histoire. C'est très. En plus, on nous dit. Alors, c'est marrant parce qu'il est plus ou moins catégorisé en romance. Romance contemporaine. Sauf que on nous dit ce n'est pas une romance. Faut savoir, alors, du coup. Hein. Ouais, ils aiment bien les gens Shibuya. Ce n'est pas une romance, bien qu'on échoue à s'aimer par-ci par-là. Ce n'est pas un polar, même s'il y a péril en la demeure. Cela pourrait être une tragédie, mais rien n'est moins certain. Peut-être s'agit-il d'un conte féroce où d'aucuns n'échappent jamais au pire. Écoutez, moi je suis très très intriguée. Après, bon voilà, Hugo Roman, c'est pas forcément, voilà, mais je suis intriguée. Bisous Sophie, merci d'être venue, bonne nuit. Voilà, oui, ça rend très perplexe, hein, j'avoue. Moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup la couverture. Je la trouve très belle avec les fleurs de cerisier, la ville, voilà, Shibuya comme ça. Je la trouve très très belle, moi, cette couverture. J'aime beaucoup. Mais voilà, je sais pas. Après, voilà, c'est pareil, je vais attendre un peu les avis. Je sais pas du tout ce que ça vaut. On est dans du young adulte, hein. Même si on suit des gens qui sont pas adolescents, pour le coup. Mais a priori, c'est plutôt catégorisé young adulte. Quoique, je me demande si c'est pas plutôt. Je sais pas. Je sais pas. Je ne saurais dire. Voilà. C'est pas trop les codes du young adulte, donc je ne sais pas. Bref. Ouais, la couve est très belle. Franchement, j'aime beaucoup. S'il devait l'acheter, ça serait presque que pour la couve, limite. Mais je vais attendre les retours des gens. Hein. Allez, je passe à la suite. On passe au 16 novembre. Avec la sortie d'un autre De Saxus. Et oui, je me suis trompée, c'est De Saxus, pas Hugo. Hein. J'ai dû faire une erreur de copier-coller, toutes mes excuses. Oui, parce qu'à chaque fois, je dédouble la... Parce
que je fais, c'est que je dédouble la diapo et je modifie tout. Et j'ai oublié d'enlever Hugo. Donc c'est pas Hugo, hein, c'est de Saxus. Vous l'aurez compris en voyant la couverture. Créature fantastique de Kiyash Monsef, qui est une autrice ou un auteur? Je sais plus. En tout cas, américain d'origine iranienne. Américain ou américaine d'origine iranienne. Donc là, on est dans de la pure fantasy, mais plutôt young adulte aussi. On va suivre Marianne, je sais pas trop. On va dire Marianne, surtout que c'est une femme, donc ça va bien. Marianne qui, en fait, dont le père lui racontait beaucoup de contes quand elle était enfant, mais voilà, qu'elle ne pensait évidemment pas réel, sauf qu'un jour, elle va se retrouver nez à nez avec un griffon. Donc, comme on voit sur la couverture, ces griffons, c'est des lions avec des ailes, pour vulgariser. Hein. Un griffon blessé dans un manoir anglais. Et on va lui annoncer que son père a été assassiné. Et, ou peut-être qu'elle le savait déjà, mais on va surtout lui annoncer que son père n'était pas un vétérinaire ordinaire, puisqu'il veillait sur les créatures fantastiques qui sont cachées à l'insu des humains. Un peu comme dans Harry Potter, quoi, en fait. Hein, c'est vraiment le même genre de truc. Ah, c'est un homme, merci. Merci Yamina. Oui, j'avoue, je connais pas trop les... Autant sur les trucs asiatiques, j'arrive, en tout cas japonais, j'arrive à voir les prénoms féminins et masculins, mais autant tout ce qui est Moyen-Orient, je suis beaucoup moins douée. Je m'excuse. Et donc, Marianne est évidemment sous le choc. Elle apprend en plus, qu'elle va devoir prendre sa place. Et donc, elle va s'occuper des créatures fantastiques, mais en même temps, elle va découvrir qu'il y a des secrets dans cette histoire, voilà. Parce que c'est pas drôle s'il n'y a pas des secrets qui sont problématiques, évidemment. Voilà, bon, moi je pense pas que je l'achèterai, mais j'aime bien l'idée. Je sais que ça va plaire à beaucoup. Donc j'ai eu envie de le mettre pour mettre un petit peu de fantaisie là-dedans. Voilà, donc il sort en hardback et en paperback. Voilà, c'est vrai que j'avais pas mis le prix du brochet pour mes excuses pour Babel, effectivement, mais bon, on l'a dit, donc ça va. Voilà pour celui-ci. Toujours le 16 novembre sortira Simplement Immortel de Michel Astrude aux éditions des Forges de Vulcain. J'aime beaucoup ces éditions. C'est pour ça que je l'ai mis d'ailleurs. C'est en grande partie grâce à l'édition. Donc on est dans de la pure SF française aussi. On va suivre un jeune couple brillant qui est né dans une société, donc on est un peu dans un truc dystopique encore, dans une société militariste et technologiquement avancée. Elle, donc on n'a pas les prénoms, hein, elle est ambitieuse. Elle va réussir un concours très sélectif et va rejoindre une base d'entraînement dans l'espace. Lui, il est plutôt altruiste, il est plutôt du genre à se mettre en retrait et il va décider de rester sur Terre. Mais la jeune femme, elle, va suivre un conditionnement assez éprouvant qui va finir par lui donner des pouvoirs. Et sa transformation va faire d'elle un soldat invincible, carrément. Mais malheureusement, elle va perdre peu à peu son humanité. Et comme on sait que son mari est plutôt, enfin son compagnon en tout cas, est plutôt altruiste, et plutôt une bonne personne, est-ce que leur union va pouvoir survivre à ça? Voilà, écoutez, moi j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée de... En fait, c'est marrant, c'est comme si c'était une romance, mais dans un monde futuriste, et avec donc évidemment un aspect politique, SF. C'est drôle, en fait, comme parti pris. Pourquoi pas? Voilà, ouais, j'avoue, je suis curieuse. Après, voilà, je trouve que en général, ces éditions sont assez quali. Donc, bisous Safaya, bonne nuit. Allez, j'approche de la fin, moi. Hein. Mais je savais que je finirais vers 11h. En général, les sorties grand format, c'est toujours long. Même s'il n'y en avait que 28. Hein. Je sais peut-être que justement, j'allais moins vite parce que je me disais, ouais, ça va, il n'y en a que 28. Alors que d'habitude, il y en a 10 de plus. Donc, je trace.
Bref. Voilà pour celui-ci, en tout cas. De toute façon, il y aura le replay sur YouTube, hein, dans tous les cas. On passe à la suite. Le 17 novembre sortira Le visage dans l'abîme. C'est pas très clair sur, sur la couverture. De Abraham Mérite. Alors, c'est une réédition, en l'occurrence, je le précise directement. Donc ça sortira aux éditions Calidor. Je connais pas du tout cette maison d'édition. Pas du tout, du tout. Ah oui, c'est vrai, ouais. Toi, t'aimes pas quand ça montre pas l'histoire, en fait, ça ne lisait ça. Tu veux que la couverture soit explicite, si j'ai bien compris. C'est pour ça que ça te plaisait pas, en fait, je viens de comprendre, ouais. Moi, ça me gêne pas du tout, pour le coup. Alors là, c'est vraiment pas le truc qui me perturbe. Donc là, pour le coup, la couverture est absolument magnifique. Absolument magnifique. Donc, c'est une réédition d'un... Alors, c'est une réédition augmentée, en fait, on va dire. Puisque, à la base, c'était une novella. Non, il y avait un roman et une novella. C'est ça, en fait. Et ça a été, ouais, ça a été regroupé. Une novella mais c'est ça, c'était une novella qui s'appelait le visage dans l'abîme, oui, voilà, c'était le même nom. Et un roman qui s'appelait La mère serpent, donc de l'auteur Abraham Mérite, hein. Et les deux ont été compilés dans un texte, tout en étant... On nous dit, oula, Malo est parti, ça va, ça a poussé les hauts cris, j'allais dire. Tout en étant amputé, en fait, d'une partie de son texte. En fait, en gros, le roman était quand même assez long, et en fait, ils ont tout remanié pour faire une nouvelle histoire. Écoutez, pourquoi pas, hein, voilà. Et en même temps, ils ont ajouté des illustrations. Voilà. Donc, illustration de Virgile Finlay, avec une préface de Robert Silverberg, parce qu'il fallait bien mettre un grand auteur au milieu. Calidor ressort des livres souvent libres de droit avec des illustrations. Ah, d'accord, Elsa, ouais, c'est pour ça que je connaissais pas cette édition. Bah voilà. Voilà, du coup. Effectivement, ça doit être leur spécialité. Donc là, on est dans les Andes, donc la fameuse chaîne de montagnes en Amérique du Sud, hein, la cordillère des Andes. On va suivre Graydon, qui est parti à la recherche d'un trésor inca dans les Andes. Il va croiser la route d'une jeune femme qui s'appelle Suara, qui va le conduire dans une contrée secrète. Donc il va rencontrer des êtres plutôt étranges qui sont des dresseurs de créatures fantastiques, hein. Voilà. Ouais. Et qui sont gouvernés par une femme qui est une femme serpent. Ils prétendent être devenus maîtres de la mort. Et donc Graydon va découvrir bientôt qu'une lourde menace pèse sur ces gens-là qui se considèrent comme immortels. Parce que, voilà, on nous dit, une ombre s'allonge dans les ténèbres, prête à reprendre forme. Voilà. Écoutez, c'est très très mystérieux tout ça, voilà. Mais donc, alors je sais plus. Par contre, j'ai oublié de noter la date de la sortie, de la première édition du livre. Mais est-ce que je vais la voir, je ne sais pas. Évidemment, je rame, donc bon. Toujours quand j'enregistre. Oui, c'est vieux. C'est vieux. 1931. Voilà. 1931. Voilà. Donc ça mêle, on nous dit ça mêle. Alors voilà, là c'était catégorisé fantasy, mais on nous dit ça mêle fantastique et science-fiction. Effectivement, c'est pas trop fantasy parce qu'on est quand même dans le monde réel. On est plus dans du fantastique, hein, voilà. Il y a un serpent sur la couve, ouais, c'est clair, c'est vrai. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, quand mes pages voudront bien se remettre, ça serait pas mal. Je le sens mal. Donc, je vous avais dit, voilà, moi c'est bien, ça va me permettre de patienter le temps que. Je vous avais dit qu'il y aurait du Edgar Allan Poe,
Voilà, et donc le 22 novembre, on passe au 22 novembre, sortira La Maison Usher. Tiens, comme c'est étonnant! De Edgar Allan Poe, illustré par Jean Dufaux et Jamie Calderon. James Calderon, je sais pas trop. Qui est, alors, du coup, Jean Dufaux, il est belge. Jamie Calderon, il est espagnol. Parce que pourquoi pas. Et donc, ouais, voilà, c'est coup sur coup. C'est 2 BD, enfin, coup sur coup, à presque un mois d'écart quand même, mais c'est 2 BD inspirés de La Maison Usher qui vont sortir. Voilà! Bon, on se doute que c'est parce qu'il y a la série, hein, vraiment, ouais, non, mais je pense que c'est ça, voilà, ça profite de la série complètement, on va pas se mentir, hein, vraiment, comme l'Archipel qui a ressorti aussi, pareil, hein, c'était pareil, La Chute de la Maison Usher aussi, leur livre hardback, là, voilà. Là, ça surfe sur la vague, hein, on va pas se mentir. Alors là, par contre, contrairement à la première BD où il y avait plusieurs nouvelles, là, il y en a qu'une de La Maison Usher. Voilà, c'est pour ça que ça fait 56 pages. Pour 24 boules, par contre, on en parle. Comment ça se passe? Parce que 56 pages, hein, là, c'est vraiment... t'as 3 pages qui se battent en duel. Ok. Ah, c'est sûr, c'est pas moi qui vais l'acheter, celle-là, pour le coup. Oui, voilà, Poe est dans le domaine public, donc après, ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est clair. Hein. Ils se disent, allez, c'est bon, c'est parti, on va sortir La Maison Usher à toutes les sauces. Parce qu'il y a la série. Ah là là. À la limite, la première BD, je pense qu'elle a été plus pertinente parce qu'ils ont vraiment sorti. Je pense, c'est pas indiqué, mais je suppute que la première BD que j'ai montrée, dans la première BD, ils ont mis toutes les nouvelles qui sont réécrites dans la série. Voilà, qui sont adaptées dans la série. Et ça serait intelligent pour le coup. Ça serait vraiment intelligent, parce que pour les gens qui ont regardé la série, de voir un peu d'où c'est tiré, c'est super bien. Là, ils ont juste mis La Maison Usher. Bon, ça suffit pas pour la série, ça suffit pas. Vraiment. Mais voilà. Donc, voilà. Ouais, c'est vraiment... ça pique, hein, les 24 € pour juste une nouvelle. Franchement, là, il y a un peu d'abus. Même si les dessins ont l'air très beaux, hein, cela dit. Mais bon, pour moi, ça suffit pas. Allez, je passe vite. Il en reste que 2. Donc, toujours le 22 novembre, toujours une BD sortira. Donc, Hercule Poirot, le Noël d'Hercule Poirot. Donc, adaptation du roman éponyme de Agatha Christie. Voilà, illustré par Isabelle. Alors, c'est réécrit par Isabelle Bautier et illustré par Calixte. Et ben voilà, hein, à part vous dire un peu le synopsis si vous voulez. Donc on est dans un repas de famille à quelques jours de Noël. Une famille se retrouve voilà ensemble, mais sauf que en fait donc c'est le patriarche qui a réuni tous ses enfants autour de lui, mais s'il les a réunis, c'est parce qu'il a des choses à leur annoncer et que ça risque de ne pas plaire à tout le monde, et pour cause, puisque évidemment donc le patriarche va être assassiné. Et donc c'est Hercule Poirot qui va enquêter. Que s'est-il passé? Qui est le coupable? Blabla. Toi-même tu sais. C'est Agatha Christie, voilà, bon je l'ai mis parce que petite adaptation d'Agatha Christie, ça mange pas de pain. C'est moins cher, alors bon, pas beaucoup plus de pages, mais c'est toujours moins cher que la précédente BD. Donc voilà, je vous l'ai mis. Vous en faites ce que vous voulez, ça sortira aux éditions Paquet. Et enfin, le der des der, voilà, donc le fameux Leporello. Alors qu'est-ce qu'il y a, Leporello? Je l'ai appris en même temps que vous, hein, presque, voilà, je l'ai appris en faisant ça. Un Leporello, c'est un livre qui se lit à l'endroit comme à l'envers. Voilà. Et là, en fait, on est... je sais même pas... Voilà, j'ai mis œuvre parce que je sais même pas si on peut parler d'un genre particulier. En fait, on est vraiment sur plus des illustrations qu'autre chose. Je suis même pas sûre qu'il y ait un texte qui, en fait, illustre le cycle de la vie et de la mort. Donc, en fait, d'un côté, ça va être de la vie à la mort, de la mort à la vie. En gros, ça va être un truc comme ça. Et ça a l'air très très beau. Donc, c'est illustré par le célèbre... Benjamin Lincombe, je pense que voilà, même si vous ne connaissez pas ses illustrations, vous connaissez au moins deux noms, Benjamin Lincombe.
Et donc voilà, créé par Barbara Canepa, Benjamin Lacombe et Marco Mazzoni, donc 2 Italiens et un Français qui va illustrer. C'est... Que dire de plus? Ah si, il y a des textes, il y a des textes, il y a des textes, j'ai rien dit. Il y a des textes puisque c'est Barbara Canepa qui va écrire d'un côté et Benjamin Lacombe qui va écrire de l'autre. Et Marco, alors Benjamin Lacombe, ah oui d'accord, donc il illustre pas seulement apparemment, parce que c'est Marco Mazzoni aussi. Bon, écoutez, je ne sais pas. Bref, voilà, en tout cas, il a l'air très 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 beau. Il a l'air très 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 beau. Et voilà, j'avais envie de mettre parce que pour changer. Alors, j'ai oublié de préciser, mais s'il y a 2 couvertures, c'est pas, c'est évidemment pas 2 livres, hein, c'est le recto et le verso, bien sûr, puisque du coup, comme il se lit du début à la fin, de la fin au début, il se lit dans les 2 sens, donc il y a 2 couvertures. Voilà. C'est pas très très cher hein, pour alors 54 pages, mais c'est une belle œuvre, donc je trouve que pour une œuvre comme ça, c'est pas très très cher. Et c'est du hardback en plus, hein. C'est du hardback. Précisons-le aussi. Donc 16,50 € pour du hardback comme ça, c'est pas. Ça va. Ça va, ça va. Ah oui, Marco Mazzoni, ouais. Moi je connaissais pas. Donc voilà. Non, ça va. Hein. Oui, c'est. Voilà. Ça, clairement, il y a clairement des beaux livres dans la sélection qui sont effectivement des cadeaux de Noël à faire. Hein, bien sûr. Et sur celui-là, surtout, oui. Ça peut être un beau cadeau à faire. Métamorphose. J'ai oublié de dire le titre, je viens de percuter. La métamorphose, très précisément. Voilà. Si je dis pas le titre. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent sans regarder, donc. Voilà. Et bien écoutez. Donc ça sortira, j'ai oublié de préciser aussi, ça sortira le 29 novembre aux éditions Oxymore. J'ai fini. Je reviens par là pour dire au revoir tout d'abord à YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo sera, je pense, un litté rétro. Ouais. Il faut que je fasse mon planning de novembre, j'ai pas fait encore. Je pense que ce sera un litté rétro et donc ça se passera dans les années 60. Je n'ai pas encore décidé de l'année. Sur ce, écoutez, je vous dis à très vite et voilà, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Bien.